Ça fait longtemps, les gens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Bompard. Un petit Bompard Watch. Moi, je dis c'est parti. Nous recevons aujourd'hui Manuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Coordinateur national de la France Insoumise, député également des Bouches-du-Rhône. À mes côtés pour vous interroger, Amandine Atalaya. Bonjour. Bonjour Bonjour. Amandine, journaliste BFM TV. Et Lucie Robquin, directeur des rédactions de La Tribune. Bonjour Guillaume. Bonjour Lucie. On le disait, le nouveau... comment pourrait-on décrire cela? Coup de sang, si j'ose dire, de Donald Trump ce matin. Coup de tonnerre avec cette annonce qui a été faite effectivement tard hier soir. Donald Trump qui menace d'imposer à 8 pays, dont la France, des droits de douane supplémentaires jusqu'à ce que les États-Unis parviennent à acheter le Groenland. Mesure de rétorsion après le soutien apporté notamment par la France, justement à ce petit territoire qui appartient au Danemark. Ce serait plus 10% à partir du 1er février, plus 25% à partir du mois de juin. Comment réagir face à cette menace, cette nouvelle menace de Donald Trump? Par une fermeté absolue. Moi, je crois pas que ce soit un coup de sang. Je pense que Donald Trump a une stratégie très pensée, très réfléchie, qui est de rançonner en quelque sorte les pays de l'Union européenne et la France en particulier. Je crois pas non plus que ce soit un coup de tonnerre, parce qu'en vérité, vous savez, tout ça a été très largement prévisible. Quand Monsieur Trump a menacé l'Union européenne et la France il y a maintenant moins d'un an, la réponse de l'Union européenne, ça a été de signer avec les États-Unis un accord commercial dans lequel on... En fait, c'est seulement un coup de tonnerre pour genre les journalistes, entre guillemets journalistes des médias mainstream complètement délus, qui sont littéralement tombés dans toutes les propagandes pro-américaines, qui sont ultra alignés sur les US en général, et qui pensent que c'est des super alliés, super sympas avec nous tout le temps, et qui sont choqués. Quoi? L'impérialisme américain, ça peut aussi être envers l'Union européenne, envers les pays d'Europe? Quoi? Bah ouais, genre c'est pas du tout nouveau, ils font ça depuis des décennies, ils font plein de choses qui sont pas dans nos intérêts. Et tous ces journalistes attaquent LFI depuis des années sur le thème de quoi? Mais vous voulez remettre en question l'OTAN, l'alliance militaire avec les États-Unis? Comment ça? Ce sont nos alliés? Genre c'est ridicule. Et maintenant du coup ils sont choqués. Alors que quand c'est le Venezuela à attaquer, là ils sont alignés sur Trump et ils font la propagande pour dire ouais Maduro c'est vraiment un méchant dictateur. Heureusement que Trump il a fait des frappes, heureusement qu'il y a un changement de régime. On a accepté 15% de droits de douane sans aucune mesure de répercussion. On s'est même engagé à leur acheter davantage de gaz et de pétrole. Quand on a voulu, dans le budget, on en parlera tout à l'heure, augmenter le taux de la taxe GAFAM, la taxe qui touche les services numériques américains, Donald Trump a passé un coup de téléphone manifestement ou a envoyé un courrier au ministère de l'économie, ça a été révélé cette semaine, et le gouvernement a reculé. Quand Donald Trump a kidnappé le président vénézuélien, Emmanuel Macron a été incapable de le condamner. Et d'ailleurs, Donald Trump, à l'époque, a partagé la réaction d'Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux pour le féliciter. Donc, vous voyez, de mon point de vue, la France et l'Union européenne, depuis des mois et des mois, a donné une autorisation à Donald Trump à nous menacer et à nous agresser. C'est un peu marrant comment tous les droitards qui sont en mode « Oh, moi je suis patriote, j'adore mon pays, la France est forte, il faut qu'elle soit plus puissante et tout », sont littéralement des soutiens des plus gros toutous de tous les politiciens qui sont les plus gros toutous des États-Unis d'Amérique. Le RN qui adore Trump, qui sont complètement pro-Trump, qui félicite Trump quand il a gagné l'élection. Bardella qui a le chibre de Trump au fond de sa gorge sur les plateaux en train de dire « Waouh, quelle énergie, où trouve-t-il toute cette énergie? Il est incroyable quand même ce Donald Trump ». Tous ces gens qui se disent patriotes, tous les gens qui votent pour eux en pensant défendre les intérêts de la nation française, alors que les seules personnes que je vois qui s'opposent à l'impérialisme américain et qui agissent dans l'intérêt peut-être de la population en France ou sur ce territoire, bah c'est la gauche de rupture. Genre, c'est les seuls qui ont des positions comme ça. C'est incroyable le déni de réalité dans lequel sont tous les droitards. A donné une autorisation à quand vous faites rien, quand un Donald Trump et les États-Unis d'Amérique vous menacent et que vous ne répondez par rien d'autre que de la soumission, bah il faut pas s'étonner à ce qu'il continue. Donc évidemment maintenant il faut une réaction forte et une réaction ferme. Et cette réaction elle doit être à la fois internationale. International, ça veut dire par exemple saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire par exemple constituer un front du refus
des violations du droit international ou des menaces de violation du droit international du président américain. Et il faut une réponse nationale. Et cette réponse nationale, elle doit être de couper les dépendances que nous avons aujourd'hui avec les États-Unis d'Amérique. C'est ce que propose Emmanuel Macron ce matin. Il demande que l'Europe actionne l'outil anti-coercition. C'est un mécanisme qui permet de limiter l'accès des entreprises américaines au marché européen. C'est donc la réponse que vous attendez ? C'est la moindre des choses. Et on aurait dû déjà le faire l'année dernière. Mais rassurez-moi, l'Emmanuel Macron qui fait cette proposition, c'est bien le même que celui qui est au pouvoir en France depuis 7 ans. C'est bien le même dont l'ensemble des gouvernements, par exemple, pour vous donner quelques exemples, ont fait des accords, ont signé des contrats avec Microsoft, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Éducation nationale. C'est bien le même qui a appelé Starlink quand il y a eu la crise catastrophique à Mayotte. Donc, c'est vous, bien le même qui consciemment a créé toutes ces situations, maintenu ces situations de dépendance et qui se réveille aujourd'hui. Il faut couper toute dépendance aux États-Unis ? Évidemment, vous pouvez pas le faire immédiatement, donc il faut un plan de mise à... Le RN, ils prennent leur distance là parce que Trump, ça devient radioactif, mais ça va leur coûter cher quand même. Entre la similarité des discours et leur précédent soutien affiché. Non, mais les gens, c'est une blague, mais Steve Bannon, le conseiller personnel de Donald Trump, l'architecte de sa campagne de 2016 qui a assuré sa première victoire, etc., invité vedette du congrès du Front National. Le mouvement MAGA américain et le Front National en France ont des liens ultra étroits. Ils sont en communication. Il y a des personnes qui collaborent directement entre les gens dans le camp Trump et dans le camp du RN. À quel moment ils vont essayer de faire oublier aux gens leur lien avec Trump et leur soutien à Trump ? Comment c'est possible ? Steve Bannon, un personnage polémique soutenu par les milieux suprémacistes américains, invité par un FN qui cherche à rassurer en couronnant sa refondation d'un nouveau nom pour conquérir des nouvelles alliances, des nouveaux électeurs. Bref. Qui permet d'arrêter, de mettre un terme à ces dépendances. Donc oui, il faut, dans les marchés publics, avoir des mesures qui permettent d'interdire l'accès de certaines et d'entreprises américaines à ces marchés publics. Oui, il faut interdire un certain nombre d'importations de produits qui, par exemple, sont produits en France, sont produits aux États-Unis avec des pesticides ou avec des OGM, par exemple, qui sont interdits dans l'Union européenne. Oui, il faut taxer les services numériques parce que ce n'est pas normal que ces services-là, aujourd'hui, soient pas taxés à la hauteur de l'activité qu'ils réalisent réellement en France. Emmanuel Bompard, ça veut dire vous dites quoi face à la... Attendez, c'est quoi ça ? Remise en cause directe de la souveraineté d'un État européen. Bardella sur Trump, écoutez. Le territoire danois du Groenland. Elle constitue une remise en cause directe de la souveraineté d'un État européen. Mais là encore, l'intérêt commercial et stratégique s'impose pour les États-Unis d'Amérique et nous devons en prendre acte. Maintenant, il faut une réaction forte. Donc, attends, nous devons prendre acte du fait que les États-Unis ont un intérêt stratégique et économique à prendre de force le Groenland. On en prend acte. C'est littéralement des toutous, les gens. C'est des caniches soumis aux Américains. Genre, qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? On en prend acte, voilà, tout va bien. Merci, Bardella. Menace Trump, il faut boycotter les produits américains ? Non, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de dépendance. Parce que sinon, vous savez très bien que dans votre opposition face à l'agressivité américaine, vous êtes faible en vérité. Et c'est vrai sur le plan... Avoir des dépendances ou être allié ? C'est-à-dire que vous voulez aller jusqu'à rompre le fait qu'on soit allié avec les États-Unis aujourd'hui ? Vous pensez qu'on est encore allié avec les États-Unis aujourd'hui ? Vous avez lu les documents de l'administration américaine qui présentent l'Union européenne comme un adversaire idéologique et stratégique des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas nos alliés. Ils sont quoi ? C'est important. Ils ne sont plus des alliés. Ils sont quoi, les États-Unis pour nous ? À ce stade, ils sont pas des alliés. Et si malheureusement ils devaient attaquer le Groenland, en vertu des accords qui nous lient au Danemark, ils deviendraient des adversaires, évidemment. Et donc la question, c'est comment vous empêcher que cette situation... Est-ce qu'ils sont aujourd'hui des adversaires, les États-Unis ? D'un point de vue commercial, d'un point de vue idéologique. Putain, mais comment c'est possible que ce soit les seuls qui ont le courage d'admettre ça à LFI ? Kidot dit ça. Kidot dit oui. Du coup, s'ils attaquent un État souverain de l'Union européenne, oui, du coup, ce sont des ennemis. Il n'y a personne dans la politique française qui ose dire ça. Pourquoi il n'y a que les gens d'LFI qui osent le dire ? Ou qui osent dire, par exemple, il faut réduire la dépendance aux US, genre sur les technologies et tout. Comment c'est possible que toutes les plateformes numériques qu'on utilise pour se partager des vidéos, pour parler entre nous et tout, comment c'est que des trucs américains, les serveurs sur le sol du territoire américain, la technologie est américaine, l'appareil de surveillance du coup
qui a accès à toutes ces données, c'est les services américains. Genre, comment on a accepté tout ça, en fait, alors que la France est complètement capable, ou c'est encore mieux, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est complètement capable d'avoir ses propres plateformes, ses propres réseaux sociaux, ses propres trucs, sans dépendre des US. Mais pareil sur le plan militaire, pareil sur le plan de d'autres technologies comme juste les CPU, les fonderies de processeurs, les cartes, enfin bref, il y a 18 000 trucs qui seraient hyper importants d'avoir des acteurs européens, voire juste français, parce que, enfin, en plus, le plus fou là-dedans, c'est que c'est des ingénieurs français, il y en a énormément qui travaillent dans les entreprises américaines, qui vont en Californie, qui vont à New York, qui vont à Austin, alors qu'ils pourraient juste travailler pour que ces technologies-là soient développées en France et pas dans un pays ultra-capitaliste, impérialiste, qui agit contre les intérêts de la France H24. Oui, ce sont des adversaires. Vous pensez que l'option militaire est possible pour vous sur le Groenland? Parce que vous disiez il veut rançonner, c'est-à-dire acheter plus ou moins le Groenland. Vous pensez qu'il s'arrêtera là ou qu'il ira plus loin? Je pense que vous ne pouvez... Après, le problème avec ça, c'est qu'il faut que la France, du coup, soit un pays attractif pour que les gens se cassent pas de la France. Et du coup, bah, si habiter en France, c'est devoir tolérer les paniques morales constantes de l'extrême droite, les discours médiatiques permanents sur le problème du voile islamique que les femmes portent dans la rue ou je sais pas quelle connerie, l'ambiance globale de la France, c'est une catastrophe. Donc oui, bien sûr, il y a plein de gens qui veulent se casser de ce pays de merde. Genre, moi, je les comprends. Tu vois, pour 1000 raisons, il y a des trucs qui vont pas en France et t'as pas envie de vivre ici. Certaines personnes n'ont pas envie de vivre ici. C'est-à-dire qu'en plus, avec un programme de gauche de rupture, tu rendrais le pays plus attractif, tu rendrais la vie meilleure ici, des meilleurs services publics, mieux financés, des meilleurs hôpitaux, des meilleurs transports en commun, des médias qui désinforment moins les gens, moins de panique morale, moins de bullshit dans la société globalement. Tout ça, quoi. On remplace YouTube par un autre tube, ouais. Exclure aucune option. Et que donc vous devez être en mesure de répondre à chacun de ces scénarios. Et que pour répondre à chacun de ces scénarios, le point qui me surprend beaucoup, c'est qu'il y a une institution, un organisme dont on ne parle plus jamais. Ça s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on attend pour poser cette question au moment de l'Organisation des Nations Unies? Qu'est-ce qu'on attend pour constituer un front du refus face aux États-Unis de Donald Trump? Certes, mais Donald Trump s'est émancipé lui-même du droit international. Et alors? Et parce qu'il s'en est émancipé, on devrait l'abandonner. C'est un cadre qui ne le restreint plus. Non, mais justement, à nous d'aller construire des coalitions internationales qui d'ailleurs ne sont pas que européennes. Non, mais Hitler, c'est restreint du droit international, en fait. Donc quand vous dites il faut faire Nuremberg, etc., pour condamner... en fait, ils peuvent pas, parce qu'ils se sont émancipés de tout ça, les nazis, en fait, monsieur Bompard. Européenne. Après l'agression au Venezuela, après le kidnapping du président vénézuélien. Vous regrettez toujours le départ du président Nicolas Maduro? Non, mais je regrette le kidnapping. Oui, je le regrette. Est-ce que vous regrettez le départ du président Maduro? Est-ce que vous regrettez la balade spontanée en forêt que a décidé de prendre Nicolas Maduro un bon matin? C'est incroyable. Oui, le kidnapping, la violation du droit international. Attendez. Vous pensez que ça irait toujours mieux pour les... Oula, attention, le mot kidnapping est controversé, monsieur Bompard. Le mot génocide est... officiellement, voilà, les institutions n'ont pas encore mis le mot génocide sur ce qui se passe en Palestine. Oula, ils n'ont pas encore mis le mot kidnapping. Pour le moment, c'est simplement, une intervention légitime de la police internationale pour amener monsieur Maduro devant un tribunal. C'est incroyable. Vénézuélien, s'il était toujours là. Si vous voulez, on parlera de ça après, mais est-ce que ça ira mieux pour les Groenlandais si Donald Trump attaque le Groenland de votre point de vue? Vous voyez, c'est pas la question qui nous est posée. Attendez, je vous le disais tout à l'heure. Après ce qui s'est passé là, il y a eu 5 présidents sud-américains avec le gouvernement espagnol qui ont dit stop, ça, on l'accepte pas. Pourquoi la France ne participe pas de cette coalition internationale? Voilà, moi, les questions que je pose. Et je trouve que le président de la République peut se réveiller aujourd'hui. Parce que les Français ont voté pour des gros cucks de droite qui sont soumis aux Américains sur tous les sujets, et qui sont littéralement là pour détruire la nation française. Combien de technologies essentielles ont été vendues aux Américains depuis 30 ans en France? Tout ça, c'est la droite. Avant, c'était Hollande au pouvoir. Avant Hollande, c'était Sarkozy. Après Hollande, c'est Macron. C'est 3 présidents de droite, 3 gouvernements de droite qui ont fait exactement la même politique et qui sont alignés sur les intérêts stratégiques américains, pas les intérêts français. Aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il est déjà bien tard pour se réveiller. Ouais, est-ce que vous regrettez le voyage de Maduro aux US? Est-ce que vous regrettez les vacances qu'il est en train de prendre dans une prison américaine?
Il faut tourner la page de cette politique de quelqu'un qui reste en quelque sorte dans la soumission aux États-Unis d'Amérique. Il faut tourner cette page. Il est soumis aux États-Unis d'Amérique. Oui, bah écoutez, comment vous voulez utiliser un autre terme quand vous avez un débat parlementaire? Ça, c'est bien. Merci, Bompard. Soumission aux États-Unis, il faut le dire, les gens. C'est tellement... Là, dans un moment politique comme ça, c'est une opportunité massive pour la gauche de rupture. Il faut que tout le monde à gauche traite la droite de soumis aux Américains, mais genre tout le temps. Il faut que sur tous les plateaux, ça soit répété. Il faut dire Macron rampe devant Donald Trump. Il faut le dire à chaque fois. Genre, c'est vraiment la meilleure rhétorique. C'est extrêmement populaire dans la population, hein, dans la population française, de parler comme ça. Tout le monde le voit, tout le monde le comprend, tout le monde le ressent. Il faut dire les termes. La droite est au pouvoir depuis 71 à 80% du temps depuis le début de la 5e République. Bah, désolé, le seul gouvernement qui a fait des politiques réellement de gauche, c'était Mitterrand. Hein. Non, si, il y a eu les 35 heures après. Enfin, il y a eu certains autres trucs à certains autres moments, mais la doctrine Monroe ou Donroe concerne aussi la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Bah oui. Guyane, nous avons le centre, nous avons Kourou, le site de lancement d'Ariane. Bah oui, il y a aussi juste les citoyens français, en fait, qui sont là-bas aussi. Je sais pas... qu'on dit on va prendre la taxe sur les GAFAM qui est avec le taux à 3%, on va le monter à 15%, ce qui était prévu, puis après certains disaient 6%, et que le gouvernement dit on est favorable à cette mesure, et que le jour d'après, le gouvernement n'est plus favorable à cette mesure parce que M. Trump a menacé la France. Comment vous voulez que j'utilise un autre terme comme le terme de soumission? Manuel Bompard, juste, vous évoquiez il y a un instant avec Amandine la question, le risque que les États-Unis envahissent le Groenland. Si les États-Unis envahissaient le Groenland, est-ce qu'il faudra la France défendre militairement le Groenland? Évidemment, oui. Mais le mieux, c'est quand même peut-être de l'empêcher. Merci Bompard d'avoir dit oui à ça. Oh, tellement basé. Non parce non, mais que je pense oui, que... vous dites qu'il faudra défendre militairement le Groenland. Sinon quoi? Vous allez laisser les États-Unis envahir le Groenland et puis après donc vous soutenez les premiers envois de quelques soldats européens aujourd'hui? Honnêtement, très symbolique. J'adore, parce que quand la Russie fait exactement la même chose en envahissant l'Ukraine, là, ils reprochent à LFI de pas défendre l'Ukraine, alors qu'eux, ils ont condamné directement l'invasion russe. Genre, tous ces gens sont d'accord pour défendre le pays en train de se faire envahir militairement, envoyer du matériel militaire à l'Ukraine. Et moi, je suis d'accord aussi, hein, moi, je suis pour ça. Mais du coup, si c'est le Groenland qui se fait envahir par les US, pourquoi la position serait différente? Ils sont très peu nombreux, mais c'est symbolique en effet. Honnêtement, très... Ça me choque toujours comment les journalistes n'écoutent pas la réponse à la question et passent à la question suivante directement. Moi, ça m'a toujours choqué. Parfois, je dis aux gens, mais c'est fou quand même, parce qu'il y a une question posée, du coup, il y a une réponse à apporter. Est-ce qu'on peut conclure sur ce sujet avant de passer à la suite? Beaucoup de gens trouvent ça normal, hein, de juste poser notre question alors qu'on n'a pas vraiment acknowledge le fait que la réponse vient d'être fournie et elle est valide. Mais ouais. Symbolique. Mais oui, je pense que les mesures qui consistent et qui permettent de montrer aux États-Unis d'Amérique qu'on ne les laissera pas faire permettront précisément de les empêcher d'envahir le Groenland. Mais si c'était le cas, oui, si c'était le cas. Mais si les États-Unis attaquent la France, est-ce qu'on va se défendre? Oui. Si les États-Unis attaquent un pays de l'Union européenne, est-ce qu'on doit se défendre? Y compris, c'est les alliances qu'on a conclues. Imaginez le concept, les gens. Imaginez ça. Le concept que les gens au pouvoir aux États-Unis ont accès à l'information de ce que dit le gouvernement français. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible, par exemple, si Trump flotte l'idée d'envers le Groenland, et si le gouvernement français répond « Bah, nous, on défendra militairement le Groenland si jamais ils sont attaqués, puisqu'on a des traités qui nous forcent à défendre, des alliés, etc. » Est-ce que c'est possible que Trump entende ça, et que les gens autour de lui entendent ça, et du coup, prennent ça en compte dans leur décision d'envahir ou non le Groenland? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que, par exemple, si Macron dit « Bah non, du coup, nous, on défendra pas... » Genre, imagine Macron est interrogé par ses journalistes et lui, il répond « Ah bah non, on va pas rentrer dans une guerre contre les US, donc non, on défendra pas militairement, on essaiera de leur dire « C'est pas bien, vous êtes méchants, mais on va pas... » Est-ce que vous pensez que ça pourrait envoyer un message à Trump comme quoi, en fait, c'est OK qu'il le fasse? Est-ce que vous pensez qu'en politique, les déclarations publiques pourraient avoir un impact? Je me demande. Vous le savez, donc... Il y a une alliance dont vous ne parlez pas, c'est l'OTAN, et de fait, on vit une expérience inédite, où un membre de l'OTAN attaque d'autres membres pour acquérir un territoire. Est-ce que ça veut dire que l'OTAN ne sert plus à rien? Ah bah oui, et puis ça, moi, c'est une conviction de longue date que j'ai. Vous savez, c'était même une conviction qui, à un moment, était partagée par Emmanuel Macron, qui, il y a quelques années, avait prononcé cette phrase. Il avait dit « l'OTAN est en mort cérébrale ». Il faut donc en sortir? Oui, bien sûr. Mais enfin, vous voyez bien le... C'est les seuls à être cohérents. C'est les seuls à être cohérents, à avoir un vrai projet, à avoir un vrai plan. Caractère totalement absurde de la situation dans laquelle on est. Vous avez un pays qui menace
d'attaquer un autre pays membre de cette même alliance militaire. À partir du moment-là, cette alliance militaire n'a plus aucun sens en vérité. Et cette alliance militaire, je parlais des dépendances tout à l'heure, elle produit une dépendance. Enfin, est-ce que les gens qui nous écoutent savent que quand vous avez des pays de l'OTAN comme le Danemark, qui il y a encore quelques mois achètent des F-35 américains, il suffit d'un mot, d'une phrase de Donald Trump pour que ces avions ne puissent pas voler? Comment vous pouvez accepter cette dépense? Comment vous pouvez considérer que vous êtes en mesure de faire face à l'agressivité de Trump si vous êtes totalement dépendant de sa moindre décision pour nous empêcher de nous défendre? Mais si on est isolé, comment on se défend? Si on quitte le commandement intégré de l'OTAN, comment fait la France? Mais madame, c'est pas parce qu'on... La France est une puissance nucléaire. Genre, j'en veux plus de ces gens qui nient. Ok, la France n'est pas... on va dire la France a perdu en puissance relative aux pays les plus puissants dans le monde depuis 30 ans. Mais genre... En termes militaires, faites la liste des pays qui ont des porte-avions, qui ont conçu, qui ont des chaînes de conception d'avions de chasse haute performance modernes comme les Rafale, qui ont des porte-avions nucléaires, qui ont l'arme nucléaire, qui ont les infrastructures pour déployer ça, les missiles intercontinentaux, qui ont des sous-marins. Il n'y a pas non plus 400 000 pays dans le monde qui ont ça, d'accord? Oui, les sous-marins nucléaires, enfin voilà. Ah, mais du coup, on va être isolé et tout. Bah oui, enfin, actuellement, du coup, si on a une dépendance complète aux US, c'est juste que si les US veulent pas qu'on fasse telle action militairement pour nous défendre un de nos alliés, etc., bah on peut pas le faire. Donc c'est pire aujourd'hui, non? En vrai, en termes de renseignement, on perd énormément, mais il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Après, bah, je sais pas, enfin, en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est un gouvernement de gauche de rupture au pouvoir en France et des gouvernements de gauche de rupture dans les autres pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, quoi, qui pourraient s'entendre pour faire des politiques communes basées dans l'intérêt général de la population, pas dans l'intérêt de la classe capitaliste avant tout. Enfin, voilà. Mais bon, là, je suis en train de... On repart sur l'idée que j'avais dit, l'URSE, quoi. Mais bon. Beaucoup de pays européens commencent à se dire « Merde, on aurait dû acheter du matériel français, pas américain. » Encore une fois, là, on est dans une situation de c'est quoi le moins pire. Moi, j'aime aucune de ces solutions. J'ai pas envie qu'il y ait des nations, des superpuissances militaires qui se réarment, qui commencent à être méfiantes les unes envers les autres partout dans le monde et tout. C'est une catastrophe. Ce qui se passe, c'est une catastrophe absolue. On est sûr de la montée de plein d'impérialismes différents parce que dans plein de pays, ils ont laissé l'extrême droite arriver au pouvoir, aux US, dans divers pays. Enfin, du coup, c'est tous des nationalistes et donc on est reparti sur une logique de guerre froide, de bloc contre bloc, d'affrontement. Tout ça est évidemment complètement lié au capitalisme. Hein. S'il n'y avait pas eu de monnaie, personne ne pourrait acheter d'armes et donc personne ne produirait d'armes mulch. Ouais. Non, c'est vrai. On quitte l'OTAN, qu'on est isolé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, quel est votre plan? Mon plan, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire constituer une coalition internationale, un front international. En fait, si le plan, c'est pas le plan que propose Bompard, concrètement, le plan, c'est on laisse faire Trump tout ce qu'il veut, sans limite, d'être aussi impérialiste qu'il veut, de faire autant de changements de régime qu'il veut dans n'importe quel pays. Donc voilà, on le laisse prendre le Groenland. On lui donne même, on lui donne l'Irlande, tu vois. Enfin, je sais pas, genre, ça s'arrête où, en fait, cette logique de... Si c'est pas ce que propose Bompard, ce que vous proposez, vous, a l'air 1000 fois pire. Juste laisser le gouvernement d'extrême droite américain utiliser sa pleine puissance militaire pour prendre par la force tout ce qu'ils veulent, d'accord ? Du refus des agressions. On donne la Corse, on donne la Corse. Américaine, de l'impérialisme américain. Mon plan, c'est de réactiver les outils de la diplomatie internationale, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Certes, Donald Trump n'en a rien à faire, mais précisément... On donne le Mont-Saint-Michel. Sans aucun doute, d'ailleurs, puisqu'il a... Est-ce que c'est pas l'arme des faibles aujourd'hui, tout ça ? Mais vous savez, il n'y a pas... Attends, c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit, l'arme des faibles ? Américain. Mon plan, c'est de réactiver les outils de la diplomatie internationale, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Certes, Donald Trump n'en a rien à faire, mais Vladimir Poutine non plus. Sans doute, sans aucun doute d'ailleurs, puisqu'il a... Est-ce que c'est pas l'arme des faibles aujourd'hui, tout ça ? Mais vous savez, il n'y a pas dans le monde que les États-Unis et la Russie. Précisément, il y a plein d'autres pays qui, eux, savent très bien que s'il n'y a pas de droit international, parce que s'il n'y a pas de droit international, c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et donc, précisément, pour empêcher que ça soit là les lois du plus fort qui s'appliquent, vous allez avoir beaucoup d'alliés. Il n'y a pas que la Russie et les États-Unis, mais quand des pays de la taille et de l'importance de la Russie et des États-Unis ne respectent plus l'ONU, est-ce que ça a encore du sens ? Eh ben précisément parce que eux ne le respectent plus, qu'il faut créer une coalition de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines. Donc là, les journalistes concrètement sont en train de dire, en fait, c'est perdu ce truc de droit international et tout. On est en train de repartir sur la logique de la loi du plus fort, l'impérialisme.
aucune règle internationale, aucune loi, elles ne sont plus respectées. Est-ce que ça a encore du sens, en fait, les Nations Unies, la Convention de Genève, les traités internationaux, Monsieur Bompard, c'est l'arme des faibles, en fait, tout ça. Donc tout ce plateau est ouvertement fasciste. Hein. Tous ces gens sont contre l'état de droit, contre le droit international, pour la loi du plus fort. Ils sont en train de valider entièrement la logique de confrontation impérialiste de régimes d'extrême droite nationalistes qui veulent s'affronter et utiliser la logique de la loi du plus fort. Ils vont à fond dans ce sens-là. On n'a rien appris de la Seconde Guerre mondiale. Non, ces gens sur le plateau sont en train d'aller à l'encontre de toute la logique de droit international, qui évidemment était complètement imparfaite et incomplète, pas respectée dans un tas d'instances, notamment avec la situation néocoloniale entre les pays du Nord, du Sud, bref. Je ne dis pas du tout que c'était parfait entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'année 2024. Je ne suis pas en train de dire ça. En tout cas, ce plateau-là accompagne complètement les volontés de Trump, de Poutine. De pays à l'échelle internationale qui disent ça, c'est les principes et Eux n'ont rien appris de la Seconde Guerre mondiale. Attaché au respect de ces principes. Enfin, sinon, quoi, on accepte de passer dans Moi, j'aurais dit débile, malheureusement débile plutôt que fasciste, c'est la même chose. Dans lequel il n'y a plus de règles. Il faut quand même se rappeler de quoi on parle. Et les règles du droit international, c'est le résultat de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment, on a tourné la page de ça. Pourquoi vous n'aviez pas la même fermeté sur la défense de l'Ukraine quand la Russie s'en est prise précisément à... Pourquoi vous dites ça? Parce que vous étiez davantage opposé aux sanctions, au fait qu'on réagisse militairement, au fait que la France puisse envoyer des troupes pour maintenir un éventuel cessez-le-feu. Vous êtes beaucoup plus ferme vis-à-vis des États-Unis. Non, je ne crois pas une minute. Moi, vous savez, je fais partie d'une formation politique et qui avait, parce qu'on était en campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle en 2022. Et je me rappelle très bien, j'étais avec lui d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon est le premier responsable politique et le premier candidat à l'élection présidentielle qui a réagi pour condamner l'agression russe en Ukraine. Parce que nous, on n'a pas de double discours, pas de double standard. Et il faut lui reconnaître, le droit international, il faut lui reconnaître le premier à avoir mis en garde il y a quasiment un an contre l'appétit de Donald Trump pour le Groenland. Exactement, et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que malheureusement, moi, c'est pas une situation que je trouve ça me réjouit pas, mais mon sentiment, c'est qu'on n'a rien fait depuis un an, et donc on a donné un encouragement à continuer à nous menacer, à nous agresser. Ceux qui ont résisté. Voilà, mais merci Bompard, c'est juste du bon sens. Le fait que les alliés de l'Union européenne ont absolument rien fait, se sont couchés devant les propos de Trump, n'ont pas réagi en disant « Ah non, mais non, attends, là, vous allez trop loin, si vous faites des trucs comme ça, nous, militairement, on va se défendre et tout. » Du coup, ça a validé et ça a encouragé le truc à aller plus loin. Pareil, le Venezuela, les positions européennes, s'ils avaient été différentes, peut-être que le Venezuela, ça ne serait pas arrivé. C'est tellement évident, en fait. Si on avait mis LFI au pouvoir en 2022, peut-être que les US auraient agi différemment. Je dis pas c'est sûr, bien sûr, ils peuvent quand même aller à l'encontre en disant en fait on s'en fout, la France, vous êtes qui et tout. D'accord, très bien, c'est possible. Mais le fait que le gouvernement français n'a même pas essayé, n'a même pas eu des paroles, ne défend pas le droit international quand c'est les US qui violent ça. C'est une catastrophe. À Trump l'ont fait reculer parce que vous savez quand Trump dit je vais mettre des droits de douane, il s'affaiblit lui-même, il produit de l'inflation aux États-Unis, il affaiblit la situation. Ok, vous prenez le Groenland, mais nous on récupère la Louisiane historique et on garantit aux citoyens de la Louisiane de pas se faire chasser par une police fasciste. Attendez, j'ai une proposition pour améliorer le programme d'LFI en 2027. Économique de son propre pays. Je veux dire, il n'est pas si fort que ça, Donald Trump. Mais qui a su résister à Donald Trump? Vous dites qu'il y a des pays... Par exemple, les Chinois ont résisté. Le Mexique. Surprise, surprise, le Mexique a une présidente de gauche, de rupture, Claudia Sheinbaum. Et le Mexique défend le droit international, exprime sa solidarité pour le Venezuela quand ils sont bombardés. Et en résistant, ils l'ont fait reculer. Des pays par exemple, les Chinois ont résisté, et en résistant, ils l'ont fait reculer, ils l'ont fait plier. Et l'Union européenne ne l'a pas fait. La Chine est un modèle de ce point de vue? Non, mais de ce point de vue. La Chine a été capable de résister, et donc elle a eu la réponse qu'effectivement l'Union européenne aurait dû avoir. Le même langage que Donald Trump, c'est-à-dire appliquer des taxes douanières contre ceux qui en appliquent. Alors après, il faut faire attention à comment on le fait, parce que, comme je vous le disais, quand vous faites des taxes douanières, vous produisez de l'inflation pour tous les Européens. Donc il ne faut pas faire n'importe comment, parce que sinon vous vous tirez une balle dans le pied. Mais il faut cibler les secteurs qui sont les secteurs stratégiques des États-Unis, qui sont proches de l'administration américaine. C'est pourquoi je suis aussi indigné de ce que je vous disais sur la... Ouais, c'est bizarre. C'est comme si, en fait, dès 2017, il aurait fallu faire une relance keynésienne massive en France, avec une injection d'argent public énorme dans l'économie, notamment dans des grands travaux, dans des domaines stratégiques, dans l'écologie, mais aussi dans la haute technologie, dans
développer des services publics numériques français, des plateformes françaises, des trucs qui fonctionnent en fait, et qui auraient permis de réduire la dépendance économique et technologique sur un tas de trucs aux États-Unis. Ah, c'est trop bizarre en fait. Est-ce qu'il y avait une force politique qui proposait ça dès 2017 ? La taxe GAFAM tout à l'heure, c'est précisément une mesure que vous devez prendre immédiatement. Deuxième mesure que vous pouvez prendre immédiatement, vous demandez et vous imposez une autorisation du gouvernement pour tout rachat d'entreprises françaises par un Américain ou un groupe américain. Ça, c'est possible dans la loi de le faire. Stop, on arrête de laisser vendre des fleurons industriels et stratégiques français à des entreprises américaines. Troisième mesure que vous pouvez prendre immédiatement, vous appliquez des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire que vous considérez que les produits qui sont produits aux États-Unis avec des OGM, vous les interdisez d'importation, c'est pas juste des droits de douane. Et après, il faut faire attention, il faut faire monter les alternatives, parce que sinon, évidemment, vous vous mettez vous-même dans une situation difficile. À l'instant, on apprend que la première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié d'erreur la menace de surtaxe. Et ce truc qu'il vient de dire, il faut faire des alternatives et tout, c'est 1000 fois plus efficace de le faire avec l'argent public où l'État embauche directement des gens plutôt que d'attendre qu'il y ait des acteurs du marché français qui arrivent à lever des capitaux dans le système capitaliste pour orienter la production vers tel truc essentiel stratégiquement. Si c'est essentiel stratégiquement pour le pays lui-même, c'est légitime que ce soit de l'argent public qui serve pour développer ces trucs. Genre par exemple OVH, tu vois, les data centers OVH, il y en a sur le territoire français, c'est une entreprise française, technologie française et tout. Bah OVH devrait être public en fait, pourquoi on n'a pas ça ? Je vois pas trop ce que les USA produisent d'essentiel. Bah par exemple, ce stream, tu es en train de l'écouter sur quelle plateforme ? Alors je suis pas en train de dire que mon stream à moi est essentiel à la survie de la France. Quoique, on pourrait peut-être argumenter ça, mais... Twitch, AWS, Amazon... Je diffuse aussi sur YouTube, Google. On a des alternatives. Non, on n'a pas une alternative française à YouTube. Ton stream est nécessaire à la survie de ma santé mentale, par contre. Force à toi. Je peux comprendre. Si, Dailymotion, non mais... Bref. Il faut que ce soit mieux, il faut que ce soit plus massif, il faut que les gens aillent spontanément sur le truc français ou le truc européen parce que c'est mieux, d'accord ? Et ça, c'est complètement possible, mais il faut s'en donner les moyens. Justement brandi par Donald Trump. Donc si je comprends bien, la mesure avancée... Imaginez un truc qui fonctionne exactement comme YouTube, mais il n'y a pas de pub. Dailymotion égale Bollored. En fait, tu fais la même technologie que YouTube, service d'hébergement de vidéos. Peut-être tu fais un algo de recommandation, mais tu fais un algo de recommandation plus transparent. Peut-être tu rends tout l'algo et toute la technologie du truc open source. Tu fais héberger ça dans des énormes data centers. OVH, mais OVH a été racheté par l'État français et maintenant c'est genre France Hébergement ou je sais pas quoi. Et donc tu fais le même truc, financé par les impôts, et donc il n'y a pas de pub. Et donc spontanément, les gens préfèrent aller là pour regarder du contenu que d'aller sur YouTube. Je sais pas, là je suis en train de brainstorm, je sais pas trop. T'y arriveras pas parce qu'en même temps tu prônes le fait de ne pas pouvoir s'enrichir librement avec une idée. Bah si, c'est juste que l'idée de YouTube en fait, on l'a déjà eu, il y a déjà des gens qui l'ont eu. Et ces gens-là se sont déjà enrichis. Et maintenant, on constate que c'est un système qui a l'air d'être un monopole naturel. Le coût des data centers YouTube est colossal, oui. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais je suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun challenge technologique à ce que je suis en train de décrire. Là, je suis un peu en train juste de proposer le concept comme ça. Mais franchement, si les États-Unis ils ont réussi à faire ça, pourquoi la France pourrait pas le faire ? Sachant qu'en plus, et je dis la France, mais je parle de l'Union européenne, je parle de l'Europe plus généralement. Je suis pas en train de dire... j'aborde pas ça d'un point de vue nationaliste, j'aborde ça d'un point de vue de pas laisser une méga puissance impérialiste comme les US avoir des monopoles à travers ces entreprises privées gigantesques sur des choses qui sont essentielles au fonctionnement de la société française, quoi. Il y a de la pub sur France Télévisions, bah ouais, mais ça c'est un scandale. Pour l'instant, par le chef de l'État en réponse, qui est l'activation effectivement de cet instrument européen qui permettrait des mesures de rétorsion contre les États-Unis, vous dites que c'est pas suffisant. Ah bah, il faut le faire, évidemment, mais ça suffit pas. Et ça... En vrai, déployer Peertube, le truc c'est bien sûr, t'as envie qu'il y ait accès au contenu. Enfin bon, là, faut pas que j'arrête de parler de ça parce qu'il y aurait une vidéo de 2 heures juste à faire sur le sujet de quelle alternative à YouTube il faudrait développer. Enfin, c'est super compliqué, mais t'as quand même envie qu'en France on ait accès à du contenu produit dans le monde entier. Sinon, c'est pas ouf. Bref.
suffit pas. Je pense que j'en ai fait la démonstration. Je vais pas répéter ce que j'ai dit précédemment, parce que aujourd'hui, vous êtes dans une vulnérabilité absolue vis-à-vis des dépendances qu'on a. Et en deux mots, comment vous qualifieriez ce que fait Donald Trump? C'est quoi? C'est une dérive autocratique? Quels seraient vos termes sur la façon dont tourne cette présidence? C'est un impérialisme le plus brutal, avec un pouvoir fasciste qui veut étendre une internationale. C'est toujours une histoire de gros sous et c'est pas les boomers du Parlement européen qui vont être pour. Ouais, il faut remplacer les gens qui sont dans les institutions en fait. Il faut juste que nous, les gens qui ont nos idées et tout, on aille dedans, on gagne les élections et on prenne le contrôle de tout ça pour que les politiques décidées soient bonnes. Là, on a l'euro, la Banque Centrale Européenne peut très bien faire comme fait la Fed américaine et créer 1000 milliards d'euros comme ça du jour au lendemain pour injecter, pour faire des trucs basés dans l'économie en fait. On n'est pas obligé d'avoir des dogmes néolibéraux sur le fonctionnement de la monnaie, sur... bref. Le réactionnaire et fasciste sur l'ensemble du globe. Un pouvoir fasciste, Donald Trump. Ah bah oui. Une internationale réactionnaire et fasciste sur l'ensemble du globe. Un pouvoir fasciste, Donald Trump. Ah bah oui. Je sais pas, j'ai l'impression que ça devrait nous réunir tous. Vous savez, quand vous commencez à interdire certains ouvrages dans des universités ou dans des bibliothèques, quand vous avez une police de l'immigration qui agit dans aucun respect des principes de base de ce qu'est un état de droit, c'est-à-dire la justice, quand vous avez un président qui menace l'ensemble de ses voisins, appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça du fascisme, effectivement. Si dans 18 mois, Jean-Luc Mélenchon... Il a absolument raison. Donc Bompard dit Trump est un fasciste et il explique très bien. Les journalistes sont là genre quoi? Vous dites que Trump est un fasciste? Quoi? C'est très très bien. Franchement, en termes de communication politique, Bompard est toujours au top. Il s'étonne qu'ils disent fasciste. Je sais pas si ces gens ont vu les vidéos de ICE sur le terrain. Faut savoir que ces journalistes de plateau là, ils sont payés pour désinformer les gens. Bien sûr, ils sont payés pour donner une version tronquée de la réalité, par exemple de ce qui se passe sur le terrain dans le Minnesota et tout. Mais il y a moyen aussi qu'ils aient eux-mêmes même pas vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ont ce truc d'entre-soi médiatique où ils s'informent entre eux par des trucs. Nous, on a vu, le stream dernier, on est allé voir en détail ce qui se passe sur le terrain, les arrestations arbitraires, ils savent quand même que Ice a mis une balle dans la tête de René Good. Ils auraient pu citer ça, par exemple, voir ce qu'ils disent en face, quoi. Mais oui, bien sûr, les US sont en train de sombrer dans le fascisme, bien sûr. Ils ont une Gestapo qui va de porte en porte trouver les personnes non blanches pour les déporter en masse, en mettant des balles dans la tête de personnes dans la rue, en les tuant. Ce qui est en train de se passer littéralement. Mélenchon accède à l'Elysée. Ce sera quoi la France dans le... Vous avez un président qui menace l'ensemble de ses voisins. Appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça du fascisme, effectivement. Si dans 18 mois, Jean-Luc Mélenchon accède à l'Elysée, ce sera quoi la France dans le monde? Ça sera une France indépendante. Alignée sur les intérêts d'aucune puissance. Ça sera une France qui travaillera justement à cette coalition des pays non alignés. Ça sera une France qui sera capable de résister et de demander le respect du droit international partout dans le monde. Ça sera une France d'un certain point de vue... Et qui augmentera ses crédits militaires aussi? Mais en fait, sur les crédits militaires, on a déjà voté des augmentations. Ensuite, il faut faire d'abord avant, parce que là c'est pareil, on parlait des soumissions aux États-Unis d'Amérique, excusez-moi, mais il y a un an, M. Lecornu disait 5% de notre PIB en dépenses militaires, c'est pas nécessaire. Et puis Trump a dit, si vous mettez pas 5% de votre PIB en dépenses militaires, c'en est fini de l'OTAN et de l'aide américaine. La France s'est alignée. Donc en fait, il suffit pas de donner un volume, un chiffrage, il faut faire une évaluation des besoins, regarder si on a des vulnérabilités dans notre politique de défense, et si on en a, par exemple, on dit que la cybercriminalité, les menaces cyber sont... là, s'il faut effectivement augmenter des crédits pour répondre à ces préoccupations en matière de défense, il faut le faire. Mais il suffit pas de donner un volume, sinon ça n'a aucun sens. Voilà la France à laquelle moi, personnellement, j'aspire et celle que, de mon point de vue, nous devons défendre. Une réunion d'urgence. Et pardonnez-moi, je veux pas être trop long, mais pardonnez-moi. En fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, dans cette situation internationale absolument horrible, avec le retour de la loi du plus fort, avec le fascisme aux US, avec la Russie, avec tous ces trucs, j'ai l'impression que la position historique d'LFI sur la France non alignée, l'indépendance de la France, etc., est encore plus entendable aujourd'hui pour la population. C'est-à-dire qu'il y a moyen qu'en 2027, et même dès les municipales, 2026, il y a moyen que dans les prochaines élections, il y a un boost de gens qui se rapprochent du vote LFI, qui commencent à voter LFI,
Parce qu'ils se disent, bah, attends, en fait, c'est logique ce qu'ils disent sur les plateaux, sur le non-alignement, sur pourquoi on est soumis à Trump, parce que la personne moyenne, en France, n'est pas du tout un immense fan de Donald Trump. La personne moyenne qui voit les TikTok de ce qui se passe à Minneapolis, en France, n'est pas en train de sauter de joie, genre, ah, trop bien, René Good s'est pris une balle dans la tête, c'est hyper stylé quand même, d'un agent masqué qui commet un meurtre dans la rue d'une personne innocente. C'est hyper cool quand même que Trump dise que c'est une terroriste domestique et qu'elle méritait, et que toute l'administration suive pour couvrir le meurtre. Ce que je dis là... L'essentiel des gens sont choqués. Bien sûr, les normies en France sont hyper choqués de ça, s'ils sont informés correctement. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut absolument que vous en parliez autour de vous, que vous fassiez circuler les vidéos. Dites-moi dans le chat, quel est le nombre de personnes qui ont appliqué ce que j'ai dit dans le dernier stream et qui sont allées vraiment montrer autour de les vidéos. Et dites-moi dans le chat si vous l'avez vraiment fait. Le contexte géopolitique pousse fortement pour les seuls qui veulent résister à la domination américaine. Bah ouais, c'est ça. Je l'ai fait ce matin, let's go. J'ai pas vu le dernier stream, ok. Ah, Anja n'est pas vrai fan. Non, je regarde. Tous ceux qui l'ont pas fait, c'est... J'arrive déjà pas à regarder les vidéos moi-même. Je devrais mettre... si quelqu'un peut mettre genre les liens de toutes les vidéos que j'ai montrées dans le dernier stream, parce que j'avais fait une petite compilation en trouvant des trucs sur plein de réseaux sociaux, il faudrait, genre il faudrait mettre des liens dans la description. À mon travail, je dirais qu'à peine 20% des gens avaient vu. J'ai pas montré, j'ai raconté, je veux pas traumatiser les gens qui se tiennent volontairement loin des réseaux sociaux pour pas voir ce genre de choses. Je sais pas, est-ce qu'à un moment, faut pas quand même que les gens voient ce que c'est la réalité de mettre l'extrême droite au pouvoir? Genre, est-ce qu'il faut pas les choquer? Pas forcément de montrer la vidéo du meurtre, tu vois, mais montrer les personnes chez elles qui sont terrorisées parce que ICE est en train de fouiller leur maison, de rentrer illégalement chez eux pour trouver des étrangers. Par exemple, avec la femme qui est en train de pleurer, de hurler, d'avoir ultra peur, et les mecs masqués, armés devant eux. Peut-être à un moment, il faut que les gens voient cette image pour se dire « Ah oui, merde, c'est ça quand on vote pour l'extrême droite, c'est ça quand on laisse l'extrême droite être au pouvoir, c'est ça qui se passe. » C'est trop dur à regarder psychologiquement. Ouais, non, désolé les gens, il faut choquer les gens à un moment. Je suis d'accord, mais je veux pas m'engueuler avec des proches qui vont m'en vouloir de leur montrer ça. Je pense que tu devrais leur montrer quand même. Je pense qu'il y a une importance politique à le montrer quand même. Les gens avec leurs sifflets en train d'alerter leurs voisins quand il y a la Gestapo qui arrive dans leur quartier. Je sais pas pourquoi ils t'en voudraient que tu leur montres ça, c'est un peu bizarre. Ils vont dire que c'est de l'IA. Bah dans ce cas-là, tu leur envoies des articles de la presse française. En fait, souvent, la presse française écrite va parler de choses comme ça. Donc tu vas avoir un article dans Le Monde, dans Libération, dans Le Monde diplomatique, dans l'Humanité ou un truc comme ça qui va le dire noir sur blanc. Il faudra aller trouver le paragraphe qui le décrit en détail parce que ça va pas forcément être dans le grand titre, mais bon. Pas génial de mettre les gens mal avec de la violence, mais la vision, si je regarde pas le fascisme, il ne me verra pas, et encore pire. On montre bien des camps de concentration à l'école, c'est horrible, mais ça marche. Ouais. Ouais, bah Shadok, moi je parle pas pour les gens qui sont déjà au courant et qui ont pas besoin de voir la vidéo explicitement, s'ils sont déjà informés. Moi je parle pour les gens qui sont pas encore informés, quoi, surtout. Ça, c'est le truc qui manque dans les infos. Qu'arrive-t-il aux gens qui sont raflés? T'as entendu parler des prisons en El Salvador? Akab, pour info, quand tu postes un message, le même message 5 fois d'affilée dans le chat d'un streamer, pars du principe que la personne a vu le message déjà. Juste un conseil pour pas que tu te fasses ban pour spam du chat, en fait. Pas la peine de tourmenter les personnes déjà convaincues, MDR. Non, je parle pour les gens qui sont pas au courant, parce que je répondais, la personne me disait, il y a 80% des gens à mon boulot qui sont pas au courant. C'est le retour à ce qu'a été très longtemps la tradition politique de la France, à l'idée qu'on devait être indépendant, qu'on devait avoir notre propre voix sur la scène internationale. Et qu'on devait Votre modèle, c'est le gaullisme? Ah, pas sur beaucoup d'aspects de politique nationale, sans doute pas, mais du point de vue de la politique internationale, même si là aussi, je dis pas que j'étais d'accord avec tout, au moins, il y avait cette idée que la France, elle devait avoir sa propre voix, sa propre indépendance et décider librement et souverainement de son propre destin. La France pèse beaucoup moins qu'à l'époque, hein, à la fois économiquement, géopolitiquement. Bah, peut-être parce qu'on a organisé consciemment notre affaiblissement. Quand vous voyez, je sais pas si on va en parler plus tard, mais quand vous voyez aujourd'hui que l'Union européenne est en mesure d'imposer à la France un accord de libre-échange aussi important que l'accord de libre-échange avec le Mercosur, contre l'avis de la France, contre le vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce sont les règles européennes. Une majorité de pays européens le souhaitent, cet accord. Oui, mais Madame Atalaya, donc elle ne nous l'impose pas. Si vous êtes honnête avec moi... Mes collègues full macronistes trouvent ça scandaleux et disent que c'est le retour du fascisme, c'est dire... Ouais, il faut vous dire, il y a plein de gens qui votent Macron et qui ont quand même cet avis, hein. D'ailleurs, petit conseil, Kems, montre-leur le tweet de Macron de soutien à Trump et le fait que Trump a partagé le propos de Macron quant au Venezuela.
peut-être ça pourrait aller dans le sens de les dématrixer, de rester macronistes. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, jamais un accord de libre-échange aussi important que celui comme le Mercosur aurait pu être imposé à la France. Jamais. Parce que la France se serait donné les moyens de constituer une coalition suffisamment large au sein de l'Union européenne pour l'empêcher. D'ailleurs, sur ce point, parce que je ne sais pas si on en reviendra, j'alerte sur le fait qu'il va y avoir un vote très important mercredi. C'est exactement le même débat avec le véganisme et les vidéos choquantes. Ouais, moi, désolé, je suis pour que les gens y voient la réalité des horreurs de comment fonctionne le système actuel ou comment fonctionne un régime violent dictatorial. Je suis pas en train de dire que il faut tout le temps s'infliger des vidéos genre gore ou je sais pas, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais oui, il faut que les gens, au moins à un moment dans leur vie, par exemple, ils voient une vidéo de ce qui se passe dans un abattoir en France. Genre oui, c'est normal en fait. Je sais pas, je trouve ça important politiquement. Prochain au Parlement européen, puisqu'à l'initiative des eurodéputés de la France Insoumise. En fait, si c'est insoutenable pour toi, bah du coup, on ferme les abattoirs, non ? Parce que c'est ce qui se passe. Donc, si la réalité de ce qui se passe peut pas être montrée tellement elle est horrible, bah du coup, on arrête, non ? Je comprends pas. Vous y croyez toujours ? Il y a une résolution à l'initiative des eurodéputés de la France Insoumise. Il y a une résolution qui va être votée mercredi au Parlement européen pour saisir ce qu'on appelle la Cour de justice de l'Union européenne. Et si cette saisine est votée, elle est suspensive. C'est-à-dire que tant que la Cour de justice de l'Union européenne n'aura pas rendu son verdict, l'accord ne pourra pas s'appliquer. Donc oui, j'y crois et j'appelle l'ensemble des parlementaires européens à voter cette saisine. Et je fais remarquer que ça sert à quelque chose d'avoir des eurodéputés de la France Insoumise au Parlement européen. Face aux menaces de Trump, il y a un pays qui est en première ligne. L'Iran, tout à fait. L'Iran qui vit aujourd'hui une répression effroyable. Donald Trump menace d'intervenir si ces exactions se poursuivent. C'est donc la bonne méthode. Encore une fois, Donald Trump donne le là ? Non, c'est pas la bonne méthode du tout. D'abord, je vais dire mon soutien. Du coup, la France devrait menacer les US d'intervenir quant au fait que ICE tue des citoyens dans la rue. Ah non, là, du coup, les journalistes vont dire « Attendez, c'est complètement absurde de dire ça. Mince, c'est la géométrie variable, du coup, cette logique. » Absolue à la révolte et au mouvement de protestation, de contestation du peuple iranien, dénoncer absolument la répression terrible que subit aujourd'hui le peuple iranien. Mais au-delà de dénoncer, Donald Trump propose d'agir. Je vais y venir. Oui, mais il y a différentes manières d'agir, madame. Et en tout cas, l'idée... Au lieu de dénoncer, Trump propose d'agir. Vous avez vu la soumission à Trump des médias français. Trump, au moins, lui, il veut agir. Au Venezuela, au moins, il fait pas que dénoncer Maduro, il agit. Au moins en Iran, ouais, il veut bombarder l'Iran, il veut... D'ailleurs, vous avez vu, ils étaient en train de menacer de bombarder, et après, Iran a fait genre des vidéos de propagande sur leur armement, leur capacité d'envoyer des missiles aussi et tout, et a fait des petits rappels quand même sur leur puissance militaire. Et après, Trump a changé d'avis. Le culte de l'action, ouais, c'est littéralement un des points d'Umberto Eco pour définir le fascisme, mais bon. Que c'est par une intervention militaire extérieure qu'on va libérer le peuple iranien de son oppression est une idée que je combats et que je conteste. Et d'ailleurs, on devrait peut-être avoir un petit peu de mémoire. Parce que quand en Irak, les États-Unis d'Amérique, ils sont allés, soi-disant, parce qu'il y avait des armes de destruction massive, ou soi-disant au nom de la démocratie et de la liberté, je ne crois pas que ça ait permis ensuite pour le peuple irakien un avenir qui était un avenir heureux. Donc il faut prendre d'autres mesures. Évidemment qu'il ne faut pas laisser les Iraniens tout seuls, mais pas l'intervention militaire. Les autres mesures, c'est par exemple, excusez-moi, peut-être vous allez me trouver redondant, saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il n'y a aucune unanimité sur cette question-là. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'unanimité, madame. Il est possible, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, de faire voter un certain nombre de mesures contre le régime iranien. Il faut frapper les dignitaires du régime, leurs avoirs, leurs biens. Je vous prends quelques exemples de ce qu'on peut faire. Voilà des mesures qui sont nécessaires de mettre en place. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais l'agression américaine, surtout parce que personne n'est naïf, pour essayer d'aller imposer à la tête de l'Iran le retour de la monarchie avec le fils du Shah qui apparaît maintenant, soi-disant, comme étant l'avenir iranien. Quand on se rappelle ce qu'était le régime du Shah, parce que parce que si maintenant on agit au nom des régimes, on veut le retour de la police militaire du Shah, l'interdiction des journaux, l'enfermement des prisonniers et des opposants politiques. Non. Donc moi, je suis ni un partisan évidemment du régime iranien théocratique actuel, ni un partisan du retour de la monarchie. C'est le peuple iranien qui doit le retour d'un pantin des États-Unis d'Amérique en fait. Ouais. Bon. Fait pas l'unanimité, c'est la question du budget. 49-3. Ah, les gens, on est à la moitié, ok. Je prends 2 secondes pour faire une petite pause technique, ok? C'est cool, maintenant ils vont parler du budget. Franchement, Bompard, du coup,
ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait l'intervention médiatique. Genre, je pense qu'il a dû prendre des petites vacances de Noël, un truc comme ça, mais là, il en a fait 2 en l'espace de 4 jours, je crois. Ouais, il y a 4 jours, il était passé. Donc là, il reprend les masterclass dans les médias. Là, pour l'instant, il est incroyablement solide, encore une fois. Non, c'est trop bien, c'est super, vraiment. Le fait qu'il y ait Bompard est tellement rassurant pour la France. Ok, pause technique, j'arrive, 2 secondes. Yo, Bompard il est bon, mais je sais pas s'il ferait un bon remplaçant de Mélenchon. Je le vois pas trop en discours. Est-ce qu'il y a un sujet où Bompard n'est pas basé? Pour l'instant, il a surtout pris des stéroïdes. Non mais là il est très chaud là. Hein. Alors, dans quelques instants, un autre sujet qui ne fait pas l'unanimité, c'est la question du budget, 49.3 ou ordonnance. Vous nous direz, quoi va votre préférence? On sait que là-dessus vous êtes très critique. Vous nous direz aussi dans un instant, une ville LFI, à quoi ça pourrait ressembler? Les municipales, c'est dans moins de 2 mois. À tout de suite. Vous êtes bien sur BFM Politique, notre invité Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Dans quelques instants, vous nous direz à quoi ressemblerait une ville LFI, puisque les municipales sont désormais dans moins de 2 mois. Mais d'abord, une semaine cruciale pour le Parlement, pour le Premier ministre aussi, Sébastien Lecornu, qui va probablement jouer sa survie sur la question du budget. Une chose est claire, c'est ce qu'il a dit, le budget ne pourra pas être voté, si j'ose dire, par les procédures habituelles. Ce sera soit 49.3, soit ordonnance. Et si le budget n'est pas votable, c'est d'abord votre faute, Manuel Bompard. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Votre faute est celle du Rassemblement national. Matignon vous accuse de sabotage, juge que vous portez une responsabilité historique au moment où le gouvernement proposait une méthode nouvelle. Tout ça à cause de vous? C'est son échec, et quand on échoue, le mieux c'est d'assumer ses responsabilités, pas vouloir les faire reposer sur le dos des autres. Ce que vous appelez sabotage, enfin ce que le gouvernement appelle sabotage, c'est quoi? C'est le fait que la France Insoumise à l'Assemblée nationale défend ses propositions politiques, dépose des amendements pour essayer de faire voter les mesures pour lesquelles elle a été élue et pour lesquelles on siège à l'Assemblée nationale. Et à un moment, vous savez, c'est simple. Si Monsieur Lecornu avait une majorité comme il le prétend. Donc l'interview est juste avant les annonces d'aujourd'hui, comme quoi Lecornu allait bien faire recours au 49.3, je pense, hein, donc ils n'ont pas encore cette info. Allant de LR au Parti Socialiste pour voter son budget, aucun de nos amendements, aucune de nos propositions n'aurait pu être votée à l'Assemblée nationale. Donc s'il a échoué, c'est pas à cause de nous, c'est parce que ce qu'il prétend être sa majorité, en fait, n'en est pas une, et que ces personnes-là sont incapables de se mettre d'accord. Donc c'est son échec. C'est son bilan. Et je rappelle qu'au moment où il a été nommé et qu'il est venu devant l'Assemblée nationale et qu'il y a eu une motion de censure que nous avons déposée, il s'était engagé, et il avait utilisé ça comme argument de non-censure, à ce que ça soit désormais l'Assemblée nationale qui écrive le budget. C'est ce qu'il avait pris comme engagement. Il avait dit « je renonce au 49.3 ». Donc c'est l'Assemblée nationale qui va écrire le budget. Et là, jeudi soir, ils ont interrompu les discussions parlementaires de manière autoritaire pour empêcher à l'Assemblée nationale de continuer son travail. Et donc, celles et ceux qui disaient à l'époque, on ne censure pas, parce qu'on a obtenu que c'est l'Assemblée nationale qui allait écrire le budget, et parce que le gouvernement a renoncé au 49.3,
déjà, par le fait même que le gouvernement ait empêché l'Assemblée nationale d'aller au terme de son examen, devrait s'engager à censurer ce gouvernement. On va rentrer dans le fond. Juste 2 questions très concrètes. Ça veut dire que... C'est tellement réel, genre c'est juste le PS du coup utilise la non-censure comme argument utilise le non 49.3 comme argument pour pas censurer. Après ils disent bon on va quand même faire le 49.3 et là le PS dit on va pas censurer non plus là. Et tous les médias font comme si le PS n'avait pas trahi leur parole, n'avait pas changé de position. Ils font comme si le PS sont les gens raisonnables. Jean Massier probablement aussi. Si le gouvernement utilise le 49.3, la France Insoumise déposera une motion de censure? Si le gouvernement utilise le 49.3, la France Insoumise déposera immédiatement une motion de censure. Et à chaque fois que le gouvernement utilisera le 49.3, la France Insoumise déposera immédiatement une motion de censure. Si le gouvernement utilise les ordonnances? Et si le gouvernement annonce qu'il va légiférer par ordonnance, la France Insoumise déposera une motion de censure. Nous n'accepterons pas qu'on nous impose un budget qui serait catastrophique pour... Attendez, Jérôme Gage... Mais on va être dans la surenchère des oukases et des invectives. On va nous traiter de sociotraite. Je peux vous faire le catalogue. De sociotraite, de coalition, de béquilles, de... Oui, bah du coup, oui. Vous êtes des sociotraites, oui. C'est pas une insulte, c'est pas une insulte, c'est une qualification politique. Supplétif, de tout ce que vous voulez, voilà. Mais ça, c'est la position de ceux qui ont fait le choix. Il leur incombe, qui en tirent les conséquences, d'être dans... la posture inutile, voilà, le fait de se dire, hormis la dissolution ou hormis la destitution du président de la République, point de salut. Bah, écoutez, nous on essaye de trouver un chemin. Donc, va. C'est marrant, il a même pas cité la nomination d'un gouvernement du NFP. Bah oui, tous ces gens ont trahi le NFP. Ils ont fait voler en éclats le NFP, donc ils peuvent même plus. Enfin, ils pourraient. Mais la stratégie de base de la gauche qui était d'essayer de faire nommer. Je rappelle, ça fait 2 ans, l'Assemblée nationale n'a pas bougé. Donc pourquoi est-ce que dans le premier mois de cette Assemblée nationale, le NFP était tous en train de dire il faut un gouvernement NFP, il faut qu'on gouverne, puisqu'on a la plus grande coalition. Pourquoi maintenant ils le font plus? Ça n'a aucun sens. Tout ça est seulement la responsabilité du PS, de EELV également, de toutes les personnes qui ont détruit le NFP, en trahissant entièrement son programme. Incroyable. Pour le pays, et qu'on l'impose de manière autoritaire par l'intermédiaire du 49.3 ou par l'intermédiaire du... Donc si j'ose dire, les 2 solutions sont aussi pires l'une que l'autre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, pour moi, ni l'un ni l'autre. Je pense que ce budget serait une catastrophe pour le pays et qu'il faut tout faire pour l'empêcher de voir le jour. Mais on a vu que les parlementaires étaient incapables de négocier ce budget. Il y a eu 350 heures de débat, aucun vote n'est possible. Quelle issue est possible à part les ordonnances ou le 49.3 ? Et puis sur le fond, Lucie, il y a eu des mouvements. Bien sûr, il y a eu beaucoup de concessions accordées à la gauche ces derniers jours. Mais madame, en fait, ce que vous contemplez aujourd'hui, c'est le résultat d'un entêtement du pouvoir macroniste qui a perdu les élections il y a 1 an et demi et qui veut continuer à imposer sa politique. Mais il n'y a pas d'entêtement. Sébastien Lecornu a accordé beaucoup de concessions à la gauche encore vendredi. Par exemple, le maintien des bourses étudiantes, repas à 1 euro, augmentation de la prime d'activité. Vous avez vu son sourire juste après qu'elle dit cette phrase? Elle sait très bien qu'elle ment. À la gauche, encore vendredi. Par exemple, le maintien des bourses étudiantes, repas à 1 euro, augmentation de la prime d'activité. Rentrons sur le fond. Pas d'augmentation d'impôt sur le revenu parce qu'il y aura une indexation du barème sur l'inflation. Ce sont des milliards d'euros qui sont accordés. Victoire de la gauche, il n'y a pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu. Énorme concession à la gauche. Rien ne change. Le fait de rien changer est une concession à la gauche. Suspension de la réforme des retraites, ils font la même propagande, tout le monde sait que c'est pas une suspension. La retraite reste à 64 ans, c'est juste que l'application est décalée de 3 mois. L'ensemble des mesures dont vous venez de parler, ou quasiment l'ensemble des mesures dont vous venez de parler, ne voit pas le jour si le gouvernement est renversé. Donc vous ne souhaitez pas ces mesures qui vont profiter aux travailleurs modestes qui vont travailler... Non, je ne vous ai pas dit que je ne les souhaitais pas. Je vous ai dit que, par exemple, si on renverse le gouvernement, les mesures d'économie qui étaient prévues, par exemple, sur les APL, sur les retraites, etc., elles ne voient pas le jour. Donc c'est pas le résultat d'une négociation. Monsieur Lecornu, on nous dit que après nous avoir menacé de nous couper les 2 bras, il nous dit que finalement il va nous en couper qu'1 et demi. Et vous me demandez d'être content. Bah non, pardonnez-moi, je suis pas content et je pense que vous serez pas content non plus si on vous menace de vous... Rien ne trouve grâce à vos yeux dans ces propositions que le Premier ministre a fait. Mais c'est pas rien ne trouve grâce à mes yeux, mais écoutez, à un moment, faut dire les choses franchement. Vous présentez ça et j'ai entendu Olivier Faure hier nous présenter ça comme étant en quelque sorte le résultat d'une négociation. Écoutez, à un moment, faut être un peu cohérent dans ses positions. Au mois de septembre, le Parti socialiste a présenté son contre-budget. Déjà, à l'époque, nous lui avons dit, c'est pas le contre-budget du nouveau Front populaire. Mais allons, passons sur ça.
Le Parti socialiste, au mois de septembre, a présenté son contre-budget. Ils ont proposé 20 mesures dans le contre-budget du Parti socialiste. Aujourd'hui, dans la copie budgétaire telle que M. Lecornu l'a présentée, même si on n'en connaît pas l'ensemble des détails, vendredi, il y a 0 mesure sur les 20 mesures que le Parti socialiste Ils en ont obtenu d'autres, encore une fois. La hausse de la prime d'activité, les repas à 1 € pour les étudiants du Crous, etc. Tout ça, ce sont des concessions faites par Sébastien Lecornu aux socialistes. Non. C'est quoi alors? Écoutez, le repas à 1 €, c'est une mesure qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a 1 an. Vous êtes au courant? Donc vous pouvez considérer, si vous voulez, maintenant qu'il faut remercier le gouvernement de mettre en œuvre des mesures. Vous savez que le gouvernement à l'origine s'y opposait. D'accord, mais pas en dernière lecture. D'ailleurs, en dernière lecture, les députés... Attends, quoi? Attends, c'est un truc qui a déjà été voté. Ah, mais ils avaient fait ça aussi avec Bayrou pour justifier la non-censure. Ils avaient mis, ah, regardez, on a obtenu ça, mais c'était des trucs qui avaient déjà été votés. Non, mais j'en peux plus. Tout est un scam tout le temps. Les macronistes se sont abstenus. Donc si vous voulez considérer qu'une mesure qui coûte 100 millions d'euros et qui a été votée l'année dernière par l'Assemblée nationale, c'est une grande victoire. Pourquoi est-ce que vous êtes si jusqu'au boutiste? Pourquoi ne pas reconnaître que les socialistes ont quand même réussi à faire bouger le gouvernement? Mais c'est pas une question que vous posez là, c'est un point de vue que vous donnez. Non, mais si je vous dis pourquoi vous êtes aussi complaisante avec le Parti socialiste, parce que vous donnez c'est pas vraiment une question que vous me posez. Vous me donnez votre point de vue, vous avez le droit de l'avoir, mais moi je le partage pas. Donc je suis pas jusqu'au boutiste, madame, je défends les positions qui sont les nôtres. Donc maintenant, si vous considérez que accepter un budget dans lequel on va faire des économies en supprimant la prime de Noël pour 1 million d'allocataires du RSA. Le gouvernement y a renoncé à ça. Ça a sauté. Depuis quand? Et ils l'ont annoncé en décembre. Ah bon? Bah non, je crois pas, madame, moi. Donc, vous avez la copie définitive du budget de monsieur Le Cornu? Non, mais personne ne l'a. Bon, bah on verra. Peut-être que vous avez... Attends, c'est quoi ce concept? En fait, ça que je comprends pas dans cette discussion. On n'a pas la copie définitive du budget dont tout le monde débat. Donc, en fait, comment on peut avoir un débat? Comment on peut dire ils ont obtenu ceci, ils ont obtenu cela? Comment est-ce que n'importe quel parti peut se prononcer sur ce qu'ils vont censurer ou pas si personne n'a l'info de base de quel budget on est en train de parler, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Ah ouais, mais ils l'ont dit en décembre. Bah oui, ils ont dit, bah oui. Macron, les macronistes ont dit qu'il y aurait ça dans la copie finale. Du coup, ça le sera. Ils ont dit qu'ils allaient pas recourir au 49.3. Donc là, du coup, ils vont pas avoir, ah non, merde, en fait, ils font le contraire de ce qu'ils disent tout le temps. Mince. Et qu'ils ont renoncé, mais en tout cas, M. Lecornu l'a pas dit vendredi qu'ils y avaient renoncé. Est-ce que M. Lecornu a renoncé à supprimer 4000 postes d'enseignants tels que c'était prévu dans le budget initial? Il a renoncé à 2000, c'est la moitié. C'est ce qu'on appelle un compromis. Non, il n'a pas renoncé à 2000, madame, ce n'est pas vrai. Il a évoqué vendredi le fait qu'il y aurait 2000 AESH, qui était déjà prévu dans le budget initial. Mais parce qu'il faut faire des économies également. Ah non, mais d'accord, mais après, vous pouvez être d'accord avec eux. La vérité, c'est que vous êtes en train... Ici, alors c'est l'élément de langage, c'est regardez, ils ont offert plein de trucs à la gauche, vous avez gagné plein de choses, vous la gauche, LFI, ils ont fait plein de concessions à vous. Et après Bompard décrit le fait que non, c'est pas des concessions, ça reste une politique de droite. Et après on switch magiquement d'argument. Bah oui, mais cette politique de droite, c'est la bonne politique à appliquer. C'est en effet ce qu'il faut faire. Il faut faire des économies. Attends, donc du coup c'est une politique de droite. Donc du coup c'est une politique austéritaire, c'est une politique de coupe dans les budgets. Donc, c'est quoi les concessions à la gauche, du coup? C'est juste, on fait quand même l'austérité, quand même les coupes dans les budgets, mais juste, voilà, un peu moins, 10% de moins, 20% de moins que ce qu'on avait dit initialement. Donc, c'est quand même un budget qui va dans le sens de la droite et de l'extrême droite. C'est quand même un budget conservateur. C'est quand même un budget qui coupe dans les dépenses, dans les services publics. Genre, c'est incroyable. Comment tu peux dire les deux choses en même temps? De me dire, il faut faire des compromis, parce qu'on est obligé de faire des économies. Mais pourquoi? Non, on s'étonne de votre divergence d'analyse à gauche entre les socialistes et vous. Mais vous devriez remarquer d'ailleurs... On s'étonne de la divergence d'analyse à gauche entre les socialistes et vous. C'est bizarre. Comment ça se fait? Comment ça se fait que des gros macronistes qui ont mis un masque de gauche pendant les dernières élections pour avoir des postes, comment ça se fait que les gens qui sont dans le parti de François Hollande, qui a lui-même repoussé l'âge de départ à la retraite, qui a lui-même détruit le code du travail, qui a lui-même fait le CICE pour les actionnaires des grosses boîtes, etc. Comment ça se fait qu'il y ait des divergences entre ce mouvement-là et LFI? On le découvre aujourd'hui, on est journalistes, on est très intelligents. Que c'est pas juste entre les socialistes et nous. Les socialistes, les communistes, les écologistes disent comme moi, disent que ce budget est inacceptable. Et alors quand Olivier Faure annonce... Et ils sont pas isolés parce qu'on a une divergence d'analyse, mais tout le monde a compris pourquoi. Parce qu'ils ont décidé qu'il fallait à tout prix éviter une dissolution de l'Assemblée nationale, qu'ils ont peur de retourner devant les électrices et les électeurs, et qu'ils ont choisi de rejoindre une forme de grande coalition qui va du Parti socialiste. Vous dites quoi, les socialistes sont des trouillards de l'élection? Oui. Il n'y a pas que.
Il y en a d'autres. Mais ils ont Juste dit oui, dit c'est des trouillards et des traîtres. Bompard, let's go. procédé à un renversement d'alliance, un changement d'alliance. Ils ont été élus dans l'Union de la gauche, dans ce qu'on a appelé le Nouveau Front Populaire. Et aujourd'hui, ils ont lâché le programme du Nouveau Front Populaire, ils ont même lâché leur contre-budget et ils ont décidé de rejoindre les rangs de la coalition macroniste. Quand Olivier Voilà, Faure c'est annonce simple. que les socialistes, comme vous le dites, ne censureront pas le gouvernement si le financement de ces nouvelles mesures ne se fait pas sur le dos des Français, qu'est-ce que vous dites à Olivier Faure? Il nous prend pour des imbéciles. Vous avez vu que quand Bompard dit le PS a changé de coalition, ils ont tout abandonné du projet NFP, ils ont abandonné leur propre truc. En face, ils ne peuvent juste pas répondre à ça. Là, ils ont abandonné d'essayer d'argumenter contre le truc de le PS a rejoint la coalition macroniste. Et là, du coup, ils changent de sujet. Mais c'est tellement évident, et quand Bompard le dit, tu peux pas le contredire en fait. Comment tu veux contredire? C'est objectivement ce qui est en train de se passer. Sur le dos des Français, qu'est-ce que vous dites à Olivier Faure? Il nous prend pour des imbéciles, parce que ces mesures, elles se feront sur le dos des Français. Parce que quand vous supprimez des moyens, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, quand vous supprimez des postes d'enseignants, ça se fait sur le dos des Français. Alors, le gouvernement va quand même taxer les grandes entreprises à hauteur de 8 milliards d'euros. Comme C'est l'année la dernière. surtaxe d'impôt sur les... Oui, c'est considérable ou non? C'est comme l'année dernière. Donc vous pouvez pas dire que dans l'effort cette année par rapport à l'année dernière, cet effort reposerait sur les grandes entreprises et les ultra-riches. Il n'y a rien sur le patrimoine des ultra-riches. Aucune mesure, alors que même Monsieur Lombard, ministre de l'économie de Monsieur Bayrou, c'est pas mon ami à la base, hein. Même lui, il dit, c'est quand même scandaleux, je me suis rendu compte à Bercy qu'il y a des plus riches dans ce pays. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette juste, liste juste Amélie de Montchalin, je le dis, c'est Ouais. important, hein, qui est ministre des Comptes Publics à Ouest France, précise ce matin, aucun Français fortuné ne paye 0 impôt sur le revenu, mais certains payent moins que ce qu'ils devraient. C'est la raison pour laquelle, dit-il, le gouvernement assume de durcir la lutte contre l'optimisation fiscale. Ouais, enfin franchement, c'est une plaisanterie. Enfin, vous savez, Monsieur Daré, Madame de Montchalin, elle-même, il y a quelques mois, disait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens, et parmi les plus riches, qui ont un niveau d'imposition qui en quelque sorte leur donnerait droit à faire partie des bénéficiaires d'allocations sociales. Enfin, elle-même, elle disait ça. Donc, sa réponse, c'est la lutte contre l'optimisation fiscale. Enfin, mais je veux dire, c'est une plaisanterie. Donc, il y a eu des débats sur la taxe Zuckman. Ça a été refusé par le gouvernement. Le Parti socialiste l'avait fixé comme condition sine qua non du fait qu'ils puissent laisser passer le budget. Puis après, ils ont dit, bon, on se contentera d'une taxe Zuckman light. Là, il n'y a ni taxe Zuckman, ni taxe Zuckman light. Il n'y a rien de ce qu'ils ont proposé. Ils ont dit, au moment de leur contre-budget, il faut remettre en cause des niches fiscales qui sont des effets d'aubaine comme le crédit impôt recherche ou le pacte... Ouais, non, le PS refuse de censurer, mais littéralement pour rien. Encore, même s'ils avaient obtenu une taxe Zuckman, ça aurait pas été légitime, parce que c'est rien du tout la taxe Zuckman. Mais là, il y a même pas ça. Il y a rien, les gens. La seule raison, c'est pour pas qu'il y ait des nouvelles élections. Et encore, c'est même pas sûr qu'il y ait des nouvelles élections s'il était censuré, le cornu. Hein. Mais comme il y a une petite chance d'avoir peut-être une dissolution, des nouvelles élections, etc., le PS, ils veulent pas. Parce qu'ils veulent garder leur poste encore un peu plus longtemps. Oh, c'est de la folie. C'est de la pure folie. Le fameux pacte Dutreil sur la transmission des entreprises, parce que certains en profitent pour transmettre tout sauf des entreprises. Il n'y a rien sur ce sujet. On nous a dit qu'il faut une taxe sur les holdings. Il n'y a rien. Donc, excusez-moi, mais si vous essayez de me faire croire qu'un budget dans lequel il y a 0 des 20 mesures que le Parti socialiste a mis sur la table, c'est une grande victoire. Manuel Bompard, regardez la réalité en face. Le prochain rendez-vous politique dans quelques semaines, ça va être les élections municipales. Oui. Le premier tour dans moins de 2 mois. On apprend à l'instant que la ministre de la Culture, candidate de la droite à la mairie de Paris, Rachida Dati, annonce... Leur trahison va leur faire perdre des postes, alors s'ils étaient restés en NFP, ils auraient pu devenir plus populaires. C'est juste des abrutés. Ah non, mais c'est des... Enfin, politiquement, je sais pas comment tu fais pour être aussi stupide dans ta stratégie politique. Enfin, je sais pas, rejoindre explicitement En Marche aurait été plus intelligent dans une optique carriériste à ce stade. Je sais pas, enfin, ça a aucun sens. Qu'elle quittera le gouvernement avant les élections municipales des 15 et 22 mars. Bien sûr, je quitterai le gouvernement, mais je ne peux pas vous dire ici quand. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que si elle quitte le gouvernement, je souhaite qu'elle ne soit pas non plus maire de Paris et que ça soit Sophia Chikirou qui soit élue à la mairie de Paris, voilà, et que Madame Dati soit ni plus après le mois de mars, ni membre du gouvernement, ni à la mairie de Paris. Voilà sur l'élection à Paris, puisqu'on y est avant d'élargir, mais sur ce cas précis, est-ce que si la droite est en mesure de l'emporter, Sophia Chikirou se retirera éventuellement pour empêcher cela ? Pour se maintenir, il faut faire 10%. Si elle n'atteint pas
voilà, le maintien. Mais non, mais Sofia Chikirou, elle est candidate pour être maire de Paris. Donc sa volonté, c'est d'abord au premier tour d'arriver en tête de l'élection et si possible en tête à gauche, et au deuxième tour de proposer le rassemblement. Ça n'est pas le cas. Attendez, je vais vous répondre. De proposer le Non, mais ouvrez les yeux, le PS vise les déçus du macronisme et ça, ils le font très bien. Ouais, non, c'est vraiment bien pour viser les déçus du macronisme d'être littéralement Macron et de soutenir le gouvernement nommé par Macron, la politique macroniste. Comme ça, du coup, les gens déçus par Macron, on n'en peut plus de cette politique, on n'en peut plus de ces gens, votons pour des gens qui les soutiennent et qui font exactement comme eux. Non, désolé, ça n'a aucun sens. Rassemblement de la gauche autour de sa candidature pour battre Madame Dati et avoir une mairie de Paris qui répond enfin aux urgences que connaît aujourd'hui la ville de Paris. Maintenant, dans l'hypothèse sur laquelle vous m'interrogez, qui est que Sofia Chikirou ferait plus de 10%, pardon, c'est un peu technique, mais qu'elle ne serait pas en tête de la gauche, là, il faut poser la question à M. Grégoire, puisque M. Grégoire, pour l'instant, il dit que dans ce cas de figure-là, il ne peut pas y avoir d'alliance avec la France Insoumise, mais il a signé un accord avec les écologistes dans lequel il dit qu'il y aura une alliance. Donc posez-lui la question, et une fois qu'il aura clarifié ce point de vue, je vous répondrai. Mais vous savez, nous, notre position, elle a toujours été claire, et elle est vraie à Paris comme elle est vraie partout en France. Partout où on sera en tête à gauche, on proposera le rassemblement pour battre la droite et l'extrême droite. Je peux pas être plus clair que ça. Est-ce que votre objectif, c'est de faire perdre les socialistes là où ils se présentent ou là où ils sont élus? La question vient pas de moi, elle vient d'Olivier Faure. Oui, bon. Mais est-ce que votre premier objectif, c'est que des socialistes mon premier objectif, c'est d'avoir des mairies insoumises, des mairies qui portent un programme de rupture. Et si vous voulez bien, peut-être qu'on peut à un moment commencer à dire... On va y venir dans une seconde. Juste concrètement sur cette accusation. Les gens, les municipales, ça va être magnifique. Le raz-de-marée LFI au municipal va être glorieux. Oh là là. Lancé par Olivier Faure, qui reprend un article du Canard enchaîné, qui évoque une discussion entre votre candidat à Marseille, qui est la tête de liste, s'appelle Sébastien Delarue. Panique, le PS sont en panique. Avec un cadre du RN, lui disant une quadrangulaire, en gros, ça vous arrange bien, vous, le Rassemblement National. Article qu'a repris Olivier Faure sur le réseau social X. Il dit « Le projet de la France Insoumise semble clair, préférer l'arrivée de l'extrême droite à celle de la gauche unie hors LFI », et il dit tout son soutien aux candidats socialistes, enfin de la gauche. C'est ridicule, c'est pathétique, et moi je forme le vœu que cette élection municipale, elle se fasse pas sur des calomnies et des fake news, et qu'elle puisse se faire, si c'est possible, je suis député de Marseille, à Marseille en particulier, mais partout en France, si possible, en confrontant des projets, des propositions, pour qu'ensuite les gens puissent décider librement et en connaissance de cause. Alors j'ai bien compris que le Parti Socialiste veut qu'on parle de tout, sauf du bilan de ces municipalités, mais nous on souhaiterait pouvoir en parler, si c'est possible. Donc le bilan des municipalités socialistes est mauvais à vos yeux? Ah oui, on peut faire bien mieux, oui, bien sûr, c'est la raison pour laquelle on a des listes, mais je vous dis pas, pour que les choses soient claires et qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je vous dis pas que le bilan des municipalités de droite et d'extrême droite est bon, il est très mauvais. Qu'est-ce que vous feriez de mieux que les socialistes? Soyons concrets, une ville, une ville LFI, qu'est-ce que ça apportera concrètement? D'abord, ça apportera du soulagement en termes de pouvoir d'achat. Évidemment, on peut pas tout régler à l'échelle d'une ville, mais nous, on agira. Ouais, non, les gens, enfin, j'attends encore un peu pour focus plus mon contenu sur les municipales, parce que c'est un peu dur de faire intéresser les gens aux politiques locales et tout, mais globalement, il y a un tas d'endroits où des mairies, partis socialistes ont fait n'importe quoi et ont fait des politiques publiques ouvertement de droite. Genre moi, par exemple, dans ma ville à Saint-Denis, Mathieu Hanotin a genre massivement financé des nouveaux commissariats de police alors que il y avait des projets de genre construire des conservatoires de musique, des choses pour la culture et tout, mais cet argent-là a été dépensé pour donner un commissariat de police que certains disent être disproportionné par rapport à ce qui était nécessaire. Pareil, genre acheter des caméras de surveillance partout avec des systèmes d'IA qui sont en train d'être contestés devant la loi pour surveiller la population, etc. Enfin, couper des lignes de bus, des transports en commun. Enfin, il y a des politiques de droite à l'échelle locale qui sont menées par des mairies PS à travers le pays. Moi, je donne juste un exemple de vers chez moi, mais genre, il y a Karim Bouamran à Saint-Ouen. Non, mais il y a énormément de villes, énormément d'exemples. C'est ça qui est compliqué quand tu parles des municipales, parce qu'il faut vraiment en parler ville par ville, parce que c'est différent dans chaque endroit, même s'il y a des tendances plus globales. Mais ELV aussi, à Bordeaux et à Lyon, c'est la répression, l'islamophobie municipale, l'armement de la police, le copinage avec certaines associations. Bien sûr, mais il faudra peut-être faire des streams de recherche d'ailleurs sur des trucs comme ça pour pouvoir en parler rigoureusement et tout. Mais les municipales dans les petites communes, on sait que LFI aura du mal. LFI n'est pas encore assez implanté. Justement, c'est au cours d'élections. Enfin, quand vous dites LFI n'est pas assez implanté, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore assez voté pour eux à l'échelle locale. Mais c'est normal, en fait. La municipale 2026,
c'est les premières élections municipales où LFI va à peu près prendre au sérieux cette élection et essayer réellement de mettre des ressources, d'avoir une stratégie et tout pour gagner. En 2020, c'était vraiment pas le cas pour LFI. LFI, historiquement, était beaucoup plus focalisé sur l'élection présidentielle, ce qui était compréhensible, vu les ressources qu'ils avaient à disposition et tout, c'est compliqué. Mairie, PS, LR, Modem, des projets dispendieux, et les écoles, la voirie, la petite enfance, pchit. Ouais, voilà, Zoran Mamdani n'était pas implanté à New York, en fait, mais en faisant une bonne campagne, en proposant des politiques publiques d'intérêt général et que les gens veulent, en écoutant la population, en proposant de répondre à leurs demandes et tout, et en faisant bien sûr une campagne magnifique et des porte-à-porte et tout, bah du coup, il a gagné l'élection. Alors qu'il partait à 1% d'intention de vote dans les sondages. Il n'y a pas de LFI dans ma ville. Ouais, non, malheureusement, il y a encore plein de villes où il n'y a pas de... Après, c'est compliqué parce qu'il y a 35 000, 36 000, 37 000 élections municipales en gros. Et dans probablement la moitié de ceux-là, c'est des gens qui se présentent sans être étiquetés. Sans être PS, LFI, LR, les listes citoyennes quoi, au municipal. Le plus à gauche, c'est un PS ex-LFI qui insiste bien sur le fait qu'il s'est éloigné d'LFI dans ma ville. Ah ouais. Dans toutes les villes dans lesquelles on est élu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le pouvoir d'achat à l'échelle ? Je vais vous répondre. On agira partout où c'est possible, partout dans les communes où on sera élu, pour la gratuité de la cantine scolaire. Voilà, très concrètement, ce qu'on peut faire en termes de pouvoir d'achat pour tout le monde. Que vous financerez comment ? Qui paye les finances de la ville, qui paye. Les contribuables, donc. Oui, évidemment. Entre autres, oui, il n'y a pas que les contribuables qui financent les municipalités. Il y a ce qu'on appelle les dotations qui financent. Alors là, le problème, c'est que le gouvernement et les socialistes sont prêts à accepter qu'on supprime des milliards d'euros aux collectivités locales. Donc c'est vrai que ça rend la situation plus difficile. Est-ce que ça veut dire hausse des impôts locaux ? Non. Il n'y aura pas de hausse des impôts locaux dans les mairies insoumises ? Hausse des impôts locaux, ça veut dire bras de fer pour récupérer les dotations qui sont les nôtres. Attendez, parce que c'est intéressant que les gens soient au courant. Est-ce que vous savez que cette semaine, à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a fait voter un amendement pour qu'on supprime 5 milliards d'euros de dotations aux collectivités locales. Et ces gens-là veulent diriger des communes. Mais je reviens à votre proposition sur les cantines. Quel est l'intérêt d'offrir une cantine gratuite à un enfant dont les parents gagnent, je sais pas, 5 000 euros par mois ? Mais à chaque fois, les stratégies rhétoriques. Donc en fait, vous êtes en faveur des gens qui gagnent 5 000 euros par mois, en fait. Vous êtes au service des riches, LFI. Oh là là. Quoi ? Vous voulez des hôpitaux publics gratuits pour que les gens soient soignés par un système public et pas par un système privé où ils doivent payer hyper cher ? Mais ça va augmenter les impôts. Bah oui, ça va augmenter les impôts, mais ça coûte quand même globalement moins cher que le privé. Quoi ? Mais du coup, ça veut dire si je suis riche et je me casse une jambe, je vais pouvoir me soigner gratuitement ? Quel est l'intérêt d'aller payer le soin collectivement pour une personne qui gagne déjà plein d'argent qui pourrait aller dans le privé ? Cet argument, tu peux sortir pour n'importe quel service public que tu démarchandises, que tu rends gratuit au point de service. C'est ridicule, je pense que de moins en moins de gens tombent dans le panneau. Faut espérer, c'est insane comme argumentaire. Madame, vous faites pas payer l'école, y compris aux gens qui sont riches. Vous êtes d'accord ? Donc nous, on considère qu'il y a un certain nombre de droits qui sont universels. Et on les paye d'une certaine façon par nos impôts, et c'est normal, les écoles. Mais le fait d'avoir... oui, mais je vous dis pas l'inverse. Le fait d'avoir... Donc ces cantines gratuites, il faudra bien les financer d'une certaine façon. Si vous voulez, vous pouvez... Non, allez-y. Vous pouvez vous focaliser sur les plus riches, mais moi, vous savez, je suis député de Marseille. Et des familles que je rencontre, parce qu'à Marseille, il y a déjà des tarifs préférentiels pour certains, mais des familles que je rencontre, à Marseille comme partout en France. Mais du coup, attends, en vrai, tu réponds juste, oui, du coup, les gens qui sont aisés auront aussi accès à la gratuité des cantines, donc c'est bien, non, madame ? D'ailleurs, je passe un message à toutes les familles aisées. Vous aurez plus à payer la cantine, donc vous allez gagner de l'argent, vous allez économiser, donc votez pour nous. Genre, c'est incroyable. Enfin, pourquoi c'est présenté comme un truc négatif ? Ça n'a aucun sens. What the fuck ? Qui me disent, nous, on a désinscrit les enfants de la cantine parce qu'on n'arrive pas à payer. Alors que vous savez que dans un certain nombre de familles... En plus, on est d'accord que dans plein de cantines à l'école, c'est genre des prix proportionnels à tes revenus ou des trucs comme ça. Ils essayent déjà de rétablir une forme de justice quant au paiement des cantines dans beaucoup de villes. Donc en fait, peut-être que des gens aisés, ils payent... Enfin, en fait, c'est bien qu'ils payent. C'est peut-être eux qui vont du coup avoir les plus de réductions, mais du coup, ils devraient voter à LFI, non ? Enfin, What ? Pourquoi des gens qui gagnent 5 000 euros, on les laisse rouler gratuitement sur les routes ? C'est... En fait, vous êtes vous voulez des routes gérées par le public, entretenues par les collectivités, etc.
et vous allez laisser des gens qui roulent en Lamborghini dessus. Donc en fait, vous voulez que les gens en Lamborghini payent pas les routes, donc vous êtes pour les riches. Les gens, ils mangent pas davantage, les enfants, ils mangent pas davantage bien à la maison. Ben moi, je dis que c'est une mesure à laquelle tout le monde devrait être d'accord de dire qu'il faut agir pour la gratuité des cantines scolaires. Faciliter l'accès et décider, par exemple, la gratuité, au moins pour les jeunes, des transports en commun. Ah d'ailleurs, les gens, si vous voulez continuer d'assurer la gratuité au point de service de ce stream que vous êtes en train de regarder avec beaucoup d'intérêt, n'hésitez pas à faire des petits dons, les gens. Vous avez le lien du Ko-fi dans le chat. On essaye de booster un peu quand même pour janvier, là. Regardez la barre de janvier. On est le 19 du mois. La boutique doit fonctionner, ok? Si vous voulez assurer la gratuité du contenu au point de service. Merci pour toutes les personnes qui font des dons, ça fait plaisir. BPT. Et on leur paye l'école aussi aux enfants des parents qui ont 5000. Ouais, mais c'est justement, Bompard a répondu ça et c'était masterclass. Genre, c'était vraiment le meilleur argument. Attendez, mais l'école est gratuite aussi. Vous êtes pas contre ça, madame, non? Ça, c'est parfait. Ça, vraiment, cet argumentaire-là, tout le monde le comprend. Tout le monde ressent instantanément la mauvaise foi de la personne en face si tu réponds ça, quoi. C'est parfait. Il n'y a pas que moi qui le propose. J'ai vu que... Ça existe déjà dans des villes socialistes comme Montpellier. Alors, on peut le faire partout. Voilà, il faut le faire. C'est très important de le faire. Ça existe déjà dans des villes du PS. Bah, du coup, pourquoi tu vas pas opposer au PS cette politique? Genre, c'est à la fois... Non, mais cette politique, elle est pas bien parce qu'en fait, elle est pro-riche, monsieur Bompard, et à la fois... Mais attendez, mais le PS le fait déjà, donc ce que vous dites n'est pas nouveau ou bien. Attends, mais donc c'est bien ou c'est pas bien comme politique? Genre, ils sont complètement incohérents. Garantir la tranquillité publique, garantir le fait qu'on utilise tous les leviers à notre disposition pour lutter contre le logement indigne, contre... BPT, le stream est gratuit si et seulement si vous payez pour le stream, ouais. Les cantines publiques gratuites sont gratuites si vous payez les impôts en amont pour les financer, et ce stream reste gratuit si et seulement si il est financé en amont par les dons. Non, vraiment, merci pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Le logement insalubre, construire du logement social, ça c'est l'État. Mais à l'échelle des communes, on a des leviers d'action. Vous savez que dans une ville comme Marseille, il vous faut parfois 10 ans pour avoir accès à un logement social, que vous avez des copropriétés dégradées qui sont dans lesquelles il y a des locataires et des propriétaires qui se mobilisent. Et la ville, elle devrait être là pour les appuyer. Et sur le plan de la sécurité pour les villes? J'ai parlé de ce sujet, j'ai parlé de la tranquillité publique. Moi, je pense qu'il faut tourner le dos à une vision qui est une vision communicationnelle et qui fait croire aux gens que parce qu'on va mettre des caméras partout dans la ville, on va les protéger. Et ça, vous souhaitez les enlever? Non, je ne souhaite pas les enlever. Je souhaite faire désarmer les polices municipales? Non plus, je souhaite faire un moratoire sur les caméras de vidéosurveillance parce que ce qui protège, c'est des humains, c'est pas des caméras. Parce que si vous êtes agressé dans la rue, la caméra, elle va pas sortir, elle va pas descendre de l'endroit où elle est fixée pour venir vous défendre. Mathilde Panot avait pourtant dit, et c'était ici même d'ailleurs, qu'elle souhaitait que ces caméras soient enlevées, c'était pas un moratoire. J'aime bien avoir un débat de fond sérieux. Vous savez, les deux villes qui sont les plus vidéosurveillées en France? Non. C'est Nice et Nîmes. C'est deux villes dans lesquelles la criminalité et la délinquance a augmenté ces dernières années. Alors si c'était la solution au problème, pourquoi la délinquance et la criminalité n'ont pas baissé? Non, ça ne l'est pas. Et pour les enquêtes? Baiser. Bon paradis baiser. Pourquoi les criminels n'ont pas plus baisé dans ces villes, du coup? Répondez à la question. Non, mais bref, sur le fond, c'est prouvé depuis très longtemps que la vidéosurveillance, la criminalité n'a pas baisé. C'est prouvé depuis très longtemps que la vidéosurveillance massive n'est pas du tout efficace pour diminuer la criminalité. C'est pas du tout comme ça que tu fais. C'est, en fait, faut lutter contre les... En fait, du moment où tu sais que dans les États américains où il y a la peine de mort pour certains crimes, mais la prépondérance de ces crimes-là reste beaucoup plus élevée qu'en France, par exemple. Genre, les États américains où il y a la peine de mort, il y a la peine de mort pour des meurtres aggravés et tout. Et le taux de ces meurtres-là est beaucoup plus élevé dans ces États américains-là qu'en France, où on n'a pas la peine de mort. Donc, parce que là, c'est quoi les caméras de surveillance? La logique, c'est encore une logique de dissuasion. Les gens vont moins faire des crimes parce qu'ils savent qu'ils sont filmés, et donc on va pouvoir les retrouver, etc. Mais il y a des endroits où ils savent qu'ils pourraient être exécutés par l'État pour faire ce crime, mais ils le font quand même. Mince, c'est peut-être qu'en fait, c'est plus compliqué que juste dissuader les criminels. Peut-être qu'en fait, les criminels, statistiquement, sont dans des conditions sociales, économiques, psychologiques, etc., etc., etc. C'est très complexe, il y a 1000 facteurs, ça dépend de quel crime on parle et tout. Des facteurs qui font que la criminalité est surreprésentée dans ces endroits-là à cause des conditions. Peut-être qu'on pourrait lutter contre les causes de criminalité. Peut-être qu'on pourrait, je sais pas, déjà en premier lieu, dépénaliser les drogues,
légaliser pour usage récréatif la bœuf, etc. Enfin bref, il y a 14 000 politiques à faire, mais ça fait des milliers d'années qu'on sait que la peine de mort n'est pas dissuasive. Ouais, et ces gens essayent de faire croire qu'on va mettre des caméras de surveillance partout et c'est ça qui va marcher. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Mulch, le matérialiste, always has been. Ce sont ce qu'il dit. Et en plus, à chaque fois, il y a des moyens limités dans ces villes. Donc, s'ils dépensent des millions pour payer des boîtes privées, pour leur acheter des systèmes de surveillance, en plus, probablement avec des trucs de corruption bizarres, où genre les gens qui font la décision du choix ne sont pas passés par un appel d'offres honnête et ont acheté les caméras de l'entreprise de sécurité, du cousin, de la mère, Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais dans plein d'endroits, il y a des énormes problèmes sur comment est dépensé l'argent public dans ces contextes-là. Mais donc, tout cet argent-là dépensé peut juste être redirigé vers des dépenses qui vont réellement régler les problèmes sociaux et économiques à la base. Et donc, en fait, à la fois faire des économies et à la fois régler réellement le problème. Merci beaucoup pour le sub, Danar, merci. Par exemple, sur le truc de « Ah, mais vous avez trouvé où l'argent pour les cantines gratuites dans les écoles ?» Bah, si on économise des millions d'investissements dans des nouveaux systèmes de caméras, si ça, on les renouvelle pas, les caméras, mais à la place, l'année d'après, on les met sur des cantines, peut-être qu'il y aura des enfants qui pourront manger alors qu'ils mangeaient pas avant parce que les parents pouvaient pas payer 5 € le repas pour leur enfant dans la cantine parce que littéralement, ils n'ont pas les moyens. Est-ce que cet enfant-là a plus ou moins de chances de devenir un criminel s'il a accès à des repas plutôt que s'il peut pas manger? Je me pose la question. Non, il y a une enquête de la gendarmerie qui dit que ça n'a aucun impact, la vidéosurveillance, sur la prévention des crimes et des délits, et ça aiderait à hauteur de 1% dans l'élucidation, et ça coûte très cher. À Marseille, à chaque fois que vous mettez 4 caméras, vous pouvez mettre un effectif, un être humain. Moi, je préfère qu'on mette un être humain pour faire de la prévention, pour faire de la médiation, pour détecter... Et vous m'avez dit non sur désarmer les polices municipales, c'est plus à l'ordre du jour. Mais pas du tout. On a dit depuis le début que notre volonté, effectivement, c'était de faire en sorte que les armes soient dans les mains de ceux qui en ont besoin, qui ont les compétences et les formations pour ça, c'est-à-dire la police nationale. Maintenant, je vous ai dit non parce que, évidemment, qu'on va pas, au lendemain de l'élection, sans avoir fait monter les alternatives et obtenu les renforts de police nationale, tout supprimer d'un coup. Donc oui, bien sûr, notre objectif, c'est de faire en sorte que la police armée, ça soit la police municipale et que la police nationale, elle soit désarmée. Je voyais que tout à fait notre je voyais que votre candidat à Marseille cette semaine était attaqué par ses opposants sur le fait qu'il allait devoir comparaître devant la justice au mois de juin pour recel de vol, pour avoir diffusé fin 2024 sur ses réseaux sociaux des documents privés d'un chef d'entreprise. Ça vous pose pas de problème? C'est pas du recel de... Quoi Ouais, non, il s'est trompé, mais c'est pas grave, on a compris. Police municipale et que la police... Ses opposants sur le fait qu'il allait devoir comparaître devant la justice au mois de juin pour recel de vol, pour avoir diffusé fin 2024 sur ses réseaux sociaux des documents privés d'un chef d'entreprise. Ça vous pose pas de problème? C'est pas du recel de vol. Enfin, je veux dire, vous savez, quand vous êtes... Delogu a dévoilé des... Mais qu'est-ce qu'il y a? Député, et c'est ce qui est arrivé à Sébastien Delogu, ça m'est arrivé à moi d'ailleurs, je comprends pas pourquoi moi je suis pas poursuivi, parce que on nous a transmis des documents qui pointaient des malversations dans une entreprise. Et en fait, on a une responsabilité, on a un devoir. C'est la vertu de l'article 40. C'est que si on nous transmet des documents qui nous disent qu'il y a l'air d'y avoir des malversations dans une entreprise, notre devoir et notre responsabilité, c'est de le faire savoir et de le signaler à la justice. Donc, en l'occurrence, c'est de ça dont on est en train de parler ici. Et plutôt... J'adore le brando. Delogu candidat, un problème avec la justice? Attends, ça peut vouloir dire 400 000 trucs. J'ai pas du tout suivi le truc avec Delogu et une boîte privée. C'est quoi ce truc? Delogu, document. Delogu jugé en juin pour la diffusion de documents privés volés. Il lui est reproché d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des documents privés d'un chef d'entreprise. En mai, il avait été entendu par les enquêteurs. Son domicile, tout comme sa permanence, avait été perquisitionné. Il comparaîtra devant le tribunal pour recel de biens provenant d'un vol, divulgation d'informations personnelles permettant d'identifier ou localiser une personne et exposant un risque direct d'atteinte à la personne et d'atteinte au secret des correspondances. Ok, mais vous pouvez donner le contexte? Genre quoi? Le vol d'une pochette contenant des documents privés d'Isidore Aragonès, ou Aragon, je sais pas comment on dit, Isidore Aragon, éphémère président du conseil d'administration de Laser Propreté. Ces faits étaient intervenus en plein conflit social touchant le nettoyage du métro et de la gare Saint-Charles de Marseille, au cours duquel le député avait apporté son soutien aux salariés. Attends, il y avait des salariés en lutte
dans une entreprise de nettoyage des gares publiques. Attendez. Genre, Delogu a révélé un complot et maintenant il est attaqué. Attendez, waouh. J'ai un peu envie de creuser ce truc. Monsieur Aragon, avocat à la retraite et ancien président du conseil représentatif. Oh non, c'est littéralement un gars du CRIF. Monsieur Aragon s'était rendu compte de ce vol après que son bureau avait été envahi par une délégation syndicale de la CGT. Attends, mais c'est beaucoup plus deep que ça. Donc c'est la CGT qui a pris les documents, mais les documents, ils montrent quoi? J'ai envie de trouver le tweet de Delogu, là. Delogu diffusait sur son compte Instagram une grande partie des documents dérobés à Isidore Aragon, évoquant ses liens avec l'État d'Israël ainsi que ses projets financiers personnels. C'est quoi ça veut dire quoi, ces liens avec l'État d'Israël? Ah, si c'est des trucs personnels, je sais pas. Mais moi, je pensais qu'on parlait de genre malversation, de trucs illégaux. Est-ce qu'il y a des trucs illégaux? Monsieur Delogu évoquait... J'aimerais bien avoir le lien vers les posts Instagram en entier, Le Monde, s'il vous plaît. Monsieur Delogu évoquait notamment les voyages de Monsieur Aragon au Brésil et en Israël et des travaux que celui-ci a envisagé de réaliser dans une résidence secondaire en publiant au passage les factures correspondantes. C'est tout? C'est bizarre. Hein. Est-ce que Delogu a fait n'importe quoi avec ce truc? Les documents prouvaient les malversations de l'entreprise. Quelle malversation? En plus, c'est la CGT qui a eu ces documents apparemment? Pardon, je découvre le truc. Hein. J'ai jamais eu ce truc-là, donc... J'aimerais bien juste avoir l'argumentaire de Delogu, du coup. Est-ce que quelqu'un a un lien vers un moment où Delogu il explique ce truc-là? Municipal à Marseille, le débat en intégralité, il y a 1 mois. Débat entre Sébastien Delogu et Franck Alisto. Des kilos de cocaïne commandés par l'État. Quoi? Ah, ça c'est autre chose, je crois. Sébastien Delogu m'a mis une cible dans le dos. Ah oui, ils ont invité, du coup, le mec. J'arrive pas à trouver. Delogu n'a fait que donner les documents qu'on lui a fournis. Il n'a rien volé du tout. Bah, déjà, c'est pas parce qu'il est poursuivi en justice pour tel truc qu'il va être condamné. Donc peut-être que c'est faux. Hein. Attends. Si la résidence secondaire appartenait à un Palestinien il y a 1 semaine, ça vaut peut-être la peine. Bah, en fait, ça que je veux savoir, je veux des détails. Il y a des magouilles de la boîte a priori. Vous avez une source? J'ai trouvé ça. On vous explique l'affaire des vols de documents et des perquisitions chez Sébastien Delogu. Double perquisition. C'est un peu ouf qu'il y ait eu des perquisitions chez Delogu, non? Ah, voilà, des suspicions de détournement de fonds avec la société Laser Propreté. Mais l'article du Monde ne mentionne pas ça, c'est de la folie. Waouh, 1984. Sébastien Delogu avait décidé de saisir la justice au sujet de la gestion de la société Laser Propreté, une société de nettoyage de la gare Saint-Charles et du réseau de transport RTM, en raison de suspicion de détournement de fonds qui subsistait au sein de cette société. Donc en gros, la puissance publique délègue le nettoyage des gares à une boîte privée. Déjà ça c'est de la folie. Pourquoi ça a lieu? On comprend pas du tout pourquoi il y aurait ça. Et donc là on est en train de parler de suspicion de genre est-ce que cette entreprise ou des gens de cette entreprise s'enrichissent de façon indue ou de façon genre... Je rappelle que normalement quand il y a de l'utilisation d'argent public qui vont à des boîtes privées, il faut qu'il y ait un appel d'offres, il faut qu'il y ait un choix de quelle entreprise tu prends, tu dois pouvoir prendre la moins chère et tout. À l'époque, cette société avait multiplié les mouvements sociaux au cours de plusieurs mois pour finir par voir son contrat avec la SNCF résilié. En compagnie du député LFI Manuel Bompard, Delogu avait apporté son soutien aux salariés de Laser Propreté. Le 6 septembre, le député avait envoyé un signalement au procureur pour dénoncer des faits qu'il estimait délictueux dans la gestion de la société de nettoyage de la RTM et de la gare Saint-Charles. Ce serait cool de pouvoir voir le... Je suis sûr qu'il l'a publié sur Twitter, le signalement, non? Qu'affirme Sébastien Delogu? Dans la presse, Delogu s'est ému de cette enquête. Pour lui, elle est en lien direct avec la dénonciation du délit. Ok. Les policiers de la brigade financière recherchaient les documents qui venaient en appui de mon signalement au procureur du 6 septembre dernier. Une enquête et un acharnement ciblé, très vite dénoncé par Bompard. Je suis passé complètement à côté de ce truc, moi. Hein. En France, ce ne sont pas ceux qui signalent un délit qui doivent être inquiétés et perquisitionnés. Ce sont ceux qui sont suspectés de le commettre qui doivent faire l'objet d'une enquête et, le cas échéant, une condamnation. J'aimerais bien voir le signalement lui-même, le texte de la lettre envoyée. Que de regarder et d'enquêter pour savoir s'il y a effectivement des malversations dans cette entreprise, on s'en prend à Sébastien Delogu. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Au contraire, heureusement qu'il a fait ça. Que la justice est politique? Me faites pas dire des choses qui après... Je vous dis que là, précisément, sur ce cas de figure-là, oui, évidemment que je ne peux pas souligner... Sinaï Sceptique envoie le lien, moi je peux le voir, moi.
ne pas souligner la coïncidence avec l'imminence de l'élection municipale et mon incompréhension sur le fait qu'on s'en prend à Sébastien Delugu alors qu'il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire signaler la justice parce qu'on lui a transmis des documents. Donc vous pensez Après que l'origine de ces documents, nous ne savons rien quand nous les recevons. Cette comparution devant le tribunal, pour vous, c'est pour le mettre en difficulté pour les municipales. En tout cas, le calendrier judiciaire, enfin franchement, c'est quand même... pourquoi le faire maintenant? Pourquoi l'annoncer maintenant pour le faire après? Bon, après... Je pense que les gens, ils le savent très bien. Que Sébastien, ça vous gêne pas quand c'est pour les autres politiques? Sébastien Delugu, il a rien à se reprocher. Si, ça me gêne quand c'est pour les autres politiques, parce que je trouve que précisément les élus, ils doivent respecter la loi et que tout ce qui est de nature à couper un peu le lien entre la population et sa confiance en la justice me paraît problématique. Alors justement, est-ce qu'on peut voir les postes de Delugu, s'il vous plaît? Pourquoi j'arrive pas à les trouver? Sébastien, laser, propreté. Aucun média mainstream qui parle de ça met des liens vers les posts de Delugu. Ils veulent vraiment pas qu'on aille les voir. On va aller voir ça, on va les trouver, les gens. On va trouver. Alors, Twitter, recherche avancée. On va essayer d'utiliser le petit talent. C'est quoi son hâte Delugu? Sébastien Delugu. Hâte Sébastien Delugu. Simple, efficace. Ok. Propreté. Aucun résultat. Les posts, si c'est la publication et diffuse les infos privées du gars, c'est sûrement plus en ligne, bah il doit y avoir des captures d'écran. Un streamer hack le compte d'un député en live, 5 mois de prison ferme. Non! Je cherche dans ses tweets publics, je veux l'argumentaire comme quoi je comprends pas la malversation. J'aimerais bien comprendre la malversation. Qu'est-ce que Delugu reproche à cette entreprise et à ces gens? Malversation, aucun résultat. Bon, je sais pas pourquoi on n'arrive pas du tout à trouver ça. Peut-être qu'il en a parlé dans ses meetings de campagne. Attends, je regarde sa chaîne YouTube. Il a une chaîne, il doit avoir une chaîne YouTube quand même, Sébastien Delugu. Présentation du programme, 31 minutes. Lancement de campagne. Sébastien Delugu a invité de France 3 à Provence-Alpes. La corruption doit prendre fin. Bonjour Sébastien Delugu. Bonjour. Député LFI de Marseille, vous êtes candidat à la mairie. Tout à fait. On va parler de votre candidature dans un instant. D'abord cette marche derrière Amine Kessassi. Vous y serez? Bien évidemment que j'y serai et permettez-moi d'apporter tout mon soutien à cette famille et aux épreuves qu'ils sont en train de traverser. L'addiction, est-ce que c'est normal? Donc les personnes qui disent oui, on n'a pas envie de le voir devant chez nous. Oui, d'accord, mais vous voulez voir des gens dans la rue se droguer? J'ai dit hier sur une chaîne concurrente à vous, j'ai expliqué que les pères de famille ont peur, les mères de famille ont peur pour leurs enfants. Est-ce que aujourd'hui on met tout en place pour sortir les mineurs de ces trafics? Est-ce que nous combattons le trafic d'armes? Ce n'est pas vrai. Vous avez par exemple, j'ai vécu toute ma vie à Marseille, j'ai travaillé, j'ai fait le taxi. Quelqu'un a trouvé, bien joué. Dan Argir, bien joué. Offrez-lui un sub. Face à une gestion chaotique et illégale de Laser Propreté qui menace aujourd'hui la pérennité des emplois des salariés, j'ai saisi avec Manuel Bompard le procureur de la République, notre communiqué. Alors, nous avons saisi le procureur de la République contre la société de nettoyage Laser Propreté. Cette saisine a été effectuée au titre de faux et usage de faux en écriture comptable, d'abus de biens sociaux, de blanchiment, d'escroquerie, de fraude à l'assurance maladie, ainsi que de travail dissimulé. Oh, comme c'est bizarre! C'est dur à trouver l'info, hein. Aucun média n'en parle. Il démontre une gestion chaotique et illégale par l'équipe dirigeante de l'entreprise, alors que celle-ci détenait les marchés publics de nettoyage de la gare Saint-Charles et des stations de métro marseillaises. Mais j'ai fait From Sébastien Delugu laser, j'ai fait ça, j'ai pas trouvé. Peut-être que je l'ai mal fait. Regardez ma recherche. Laser, From Sébastien Delugu. Aucun résultat. Bon, c'est IA, ouais. Donc, gestion chaotique et illégale. Marché public. En conséquence de cette gestion, la SNCF et la RTM ont décidé de rompre les contrats de nettoyage. Dans le sillage de cette décision, les emplois de très nombreux salariés sont menacés, alors que ceux-ci ne sont responsables en rien de la situation et qu'ils ont été les premiers lanceurs d'alerte. Nous apportons donc notre soutien aux salariés. Nous rappelons en conséquence que les entreprises donneuses d'ordre, notamment la SNCF et la RTM, à garantir la pérennité des emplois. Je pense que, nous appelons les entreprises à garantir la pérennité des emplois et la reprise de l'ensemble des salariés de Laser Propreté, conformément à l'article 7 de la Convention nationale des entreprises de propreté et services associés, qui n'ont pas à payer pour ceux qui sont responsables de cette situation. D'accord, et du coup, donc il a balancé ça, et en gros, il n'y a eu aucune réaction, très probablement, et donc après, il a fait l'étape d'après pour prouver qu'il y a eu des faux et usages de faux, des abus de biens sociaux, des blanchiments, des escroqueries, de la fraude à l'assurance maladie. Il a dû balancer les datas pour prouver ça, et maintenant il est attaqué parce qu'il révèle des infos
privé, non, à mon avis, c'est ça. C'est pas la bonne syntaxe, je l'ai fait dans le mauvais ordre. Pourtant, je suis passé par l'interface Twitter officielle pour faire une recherche avancée, hein, je l'ai pas fait... Non, regarde. Ah, tu mets pas les parenthèses? Bah, c'est IA. Donc c'est pas les documents personnels, en fait, c'est des pièces à conviction. Bah, on dirait. J'ai littéralement copié-collé le texte que t'as mis. Ah! Attends, si je fais top, ça, il trouve rien, et si je fais latest, là, il trouve. Bizarre. Je sais pas, en tout cas, Delogu, il a l'air de se battre pour les droits des salariés à Marseille, donc franchement, un argument de plus pour voter pour lui, je pense, hein. Manuel Bompard, plutôt pour terminer. Procès, justement, plutôt. Est-ce que vous êtes plutôt Le Pen ou Bardella? BBD, il y a un truc que tout le monde a oublié. Dès que tu as terminé le topic, préviens-moi, j'ai un truc à rappeler. J'ai terminé le topic. Enfin, j'ai pas terminé le React à Bompard, mais on a fini d'investiguer l'affaire de Logu, soi-disant. Là, c'est un petit peu... On avait à couper un peu le lien entre la population et sa confiance en la justice me paraît problématique. Alors justement, Manuel Bompard, plutôt pour terminer. Procès, justement, plutôt. Est-ce que vous êtes plutôt Le Pen ou Bardella? C'est un petit peu... On a vu que les sondages... BBT, ok, tu te rappelles la perquisition LFI, ouais. Ouais. Ils avaient pas respecté les règles pour une perquisition. Ils avaient pas laissé les gens perquisitionnés assister à la perquisition, je pense. Donc c'est incroyable. Delogu a été perquisitionné. C'est incroyable. Cette semaine, notre sondage notamment réalisé par notre partenaire Elam montrait que les Français, les sympathisants RN, semblaient préférer Jordan Bardella. Si je vous pose cette question, c'est parce que son procès en appel à Marine Le Pen a commencé cette semaine. Elle a eu lieu indirectement après la dénonciation calomnieuse d'un député. Ouais. DBT, mets tout le truc en un bloc parce que là, ça va être long. Ils ont littéralement perquise une librairie pour un livre de coloriage palestinien. Ah ouais, on n'a même pas parlé de cette dinguerie-là. Il révèle les informations que les syndicats lui ont données. Il n'a pas été cambriolé la boîte lui-même quand même. Bah ouais. C'est lui qui est perquisitionné, c'est complètement dément. Ouais. Alors que la police aurait dû perquisitionner du coup l'entreprise qui a fait la fraude apparemment, enfin qui est accusée de ça. Donc là, on dirait que c'est les puissances publiques qui essayent d'enterrer une affaire de corruption. Les perquisitions ont lieu indirectement après la dénonciation calomnieuse d'une députée, Sophie Montel. Une députée RN qui avait dénoncé Mélenchon, car le RN était déjà visé à l'époque. Aujourd'hui, c'est le RN qui est condamné. Ouais. Je crois que le RN a été perquisitionné aussi, hein. Plusieurs fois, si je me souviens bien. Mais en fait, le truc de LFI dans cette affaire-là n'a pas encore été jugé. Genre, ils n'arrêtent pas de le reporter pour qu'il y ait une accusation qui flotte. Pas à l'époque. Non, pas à l'époque. Genre, LFI a été perquisitionné en premier et ultra massivement. Et on n'a toujours pas le verdict de la justice sur leur culpabilité ou non. Alors que c'était en 2019 les perquisitions, je crois. Perquisition LFI. 2018. Donc c'était il y a 8 ans. Il y a eu un non-lieu, non, dans l'affaire des comptes de campagne. Attendez, je pense que il y a plusieurs dossiers, mais dossier des affaires financières France Insoumise. Voilà, Mediapart ont fait un article en septembre 2024. Mélenchon n'a eu cesse depuis de clamer son innocence dans cette affaire. Plusieurs mises en examen ont cependant été prononcées par les juges en charge du dossier. Donc il y a eu des mises en examen, mais je pense que c'est pas encore jugé, hein. Et pour LFI, ça a été filmé. Je pense pas que les perquisitions du RN aient été médiatisées de la même manière. Ah non, pas du tout. Non. Pour le LFI, il y a eu tous les médias qui ont suivi le truc, qui ont couvert pendant des semaines pour dire, regardez, tous ces gens sont des délinquants, sont des terroristes ou je sais pas quelle folie. Pour le RN, par contre, ça s'est fait genre discrètement. BPT, bref, avec du recul, c'est une dinguerie. Ouais, avec du recul, c'est encore plus une dinguerie. Ouais. D'accord. En vrai, il faudrait faire... Ok, moi, j'ai vraiment envie de faire une vidéo comme les vidéos de Squeezie ou genre... comment il s'appelle? Mi-Code, tu vois. Une vidéo genre enquête, petite musique sulfureuse, dramatique et tout sur les perquisitions LFI et genre qui avait raison, qui avait tort... c'est quoi cette affaire? Quelle est la vérité au final? Ça ferait une bonne vidéo. Je trouve que ça ferait une bonne vidéo. On remet les faits sur la table, quoi, sur ce truc-là, tu vois. Le fait qu'une des raisons des perquisitions soit une députée RN qui dénonce calomnieusement sans doute LFI, ouais, ça c'est incroyable. De fou Storytelling Core. Non mais, vous êtes pas prêts pour l'arc des vidéos qui seront sur la chaîne principale après que la série docu sera terminée? Vous n'êtes pas prêts. Parce que des idées de vidéos comme ça, je peux vous dire que y en a tout un tas et elles seront toutes faites. Pendant 10 ans, donc j'adore ce métier et je connais la ville parfaitement. Je suis peut-être... Pardon, on revient sur Bompard, pardon. On s'est un peu écarté, mais c'est intéressant.
semaine, au moment où elle avait été condamnée, Jean-Luc Mélenchon avait dit la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Est-ce que vous préféreriez que Marine Le Pen puisse se présenter à la présidentielle ? Alors, pour répondre à votre question, ni l'un ni l'autre, on les battra tous les deux. Voilà. Pour le reste, moi, j'ai dit après le procès en première instance de Marine Le Pen que je trouvais qu'une décision aussi importante que l'inéligibilité devait permettre que tous les voies de recours puissent être utilisées. En l'occurrence, c'est le cas, puisqu'il y a un procès en appel, et puisqu'il y aura manifestement, si ça doit être le cas, un procès en cassation avant l'élection présidentielle. Donc Madame Le Pen, qui protestait contre l'exécution provisoire, en l'occurrence, d'un certain point de vue, elle a été satisfaite, puisqu'il y a son procès en appel. Donc maintenant, on va pouvoir en parler au fond. Et le fond de ce qui est reproché à Madame Le Pen est extrêmement grave. Autre choix que je vous propose, là aussi je pense déjà savoir ce que vous allez choisir. Je vous propose d'un côté Raphaël Glucksmann, de l'autre Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann qui a glissé à nos confrères du Figaro il y a quelques jours qu'à ses yeux, je cite, la seule candidature qui favoriserait le RN, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, car il est le seul à être sûr de perdre face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella au second tour. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est bien qu'il croit en son étoile, mais le mieux c'est des faits, pas des croyances, quoi, en politique. Donc non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on gagnera, on battra l'extrême droite, parce que dans ce pays, il n'y a pas une majorité de la population qui veut donner le pouvoir à un parti aussi dangereux que l'extrême droite, à un parti qui encore cette semaine, je voyais Monsieur Bardella dire que les volontés de Trump contre le Groenland, fallait en prendre acte. Voilà, je pense qu'il n'y a pas une majorité du peuple français qui veut donner le pouvoir à Il a condamné le coup de force douanier d'hier soir, Jordan Bardella. C'est bien, il se réveille. Mais moi, je vous dis que si lui, il était au pouvoir... Ouais, on y croit, bien sûr. Bardella a condamné les droits de douane et tout. Ouais, c'est ça. Le mec est un Trumpiste à 300%. Avec Trump, franchement, ça serait vraiment très dangereux. Et est-ce que vous croyez qu'il y a plus de 50% des Français qui veulent de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée ? Je pense que le programme que l'on défend peut réunir une majorité populaire, parce que je pense qu'il y a une majorité pour augmenter le SMIC, je pense qu'il y a une majorité pour passer à la 6e République, je pense qu'il y a une majorité pour avoir de la justice fiscale, pour établir l'impôt de solidarité sur la fortune. Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure sur la position internationale, il y a une majorité pour sortir de nos dépendances, pour être indépendant, pour être non aligné. Oui, je pense qu'il y a une majorité pour ça. Après, il faut faire notre travail de conviction, et parfois notre travail de conviction, il se heurte à des polémiques, à des caricatures, à des mensonges. Et moi, ma volonté, c'est dans l'élection présidentielle, je suis sûr qu'on va y arriver, qu'on sorte un peu de tout ça et qu'on regarde le fond des propositions. Et sur le fond des propositions, toutes les propositions dont je vous ai parlé, elles sont soutenues par plus de 50% de la population. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'avoir été l'invité de BFM. Pas mal, bonne conclusion en vrai. Il a géré. Encore une fois, les gens, Bompard, très très solide. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vont jouer en faveur d'une victoire LFI dans la prochaine présidentielle. Le contexte international, là, les positions défendues sur l'indépendance, genre vraiment, ça semble encore beaucoup plus évident aujourd'hui, les positions de LFI que en 2017 ou en 2022. Meilleure fin possible pour le coup, le truc de est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner ? Globalement, du coup, la séquence finale, c'est le propos absurde de Glucksmann sur non mais c'est impossible que LFI gagne dans un second tour. LFI amènerait l'extrême droite au pouvoir ou je sais pas quel truc, et Bompard qui débunk ça et le journaliste qui peut rien dire en face. Enfin, c'est la fin de l'interview, c'est stylé. Très très cool. Bompard, Big Bompard, le bombardement comme d'habitude.